Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On arrive au groupe E après avoir traité le groupe A, B, C et D. Aujourd'hui, c'est au groupe E avec des nouveaux invités et encore des invités de prestige. C'est parti les présentations. Et on débute le groupe avec le représentant de la Roumanie, Alex de Foot Roumain et son compte Twitter qui est vraiment quali. En plus de ça, il a écrit un livre à l'ombre du Big Five. Il a une petite partie sur la Roumanie dans ce livre, donc n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Franchement, il est vraiment propre. Moi, je vais l'acheter. Et comme vous pouvez le voir, il a fait des apparitions sur d'autres posts, sur d'autres comptes. Il relaye toute l'actualité du football roumain, les cracks, les transferts, les news, les résultats. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on passe au représentant de la Belgique avec Nathan de la 90e. Le compte Twitter est top, mais là, je vous mets le compte YouTube. Franchement, il est vraiment quali avec une interview de Gabi Mouningaï, l'ancien joueur de Bologne. Mais pas que ça. Il y a une interview avec Mbemba, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses assez quali. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, le compte est vraiment top. L'Ukraine sera représentée par Bogdan, un journaliste spécialisé dans le cyber et la géopolitique chez Numérama. Il est ukrainien, donc c'est top. Et on conclut avec Simon, un abonné Football Day qui a décidé de représenter la Slovaquie. Donc merci à lui pour sa présence. Du coup, les gars, on se retrouve pour un nouveau groupe. C'est le groupe E pour notre concept Road to Euro 2024. On est avec 4 experts. Un expert pour la Slovaquie, l'Ukraine, la Belgique et la Roumanie. Et avant de parler du programme, on va déjà faire les présentations. On va commencer par Simon qui représente la Slovaquie. Comment tu vas, Simon? Eh ben, moi, je vais très bien. Ouais, donc, comme tu l'as dit, je représente la Slovaquie dans ce groupe E de l'Euro 2024. Et je vais vous présenter un peu les ambitions, les différentes tactiques, les joueurs top et peut-être les futurs cracks qu'on découvrira à l'Euro. Il me semble que toi, tu n'as pas trop de lien avec la Slovaquie, mais c'est un sujet qui t'a intéressé, donc tu étais partant parce que du coup, Simon, c'est un abonné Instagram qui s'est candidaté pour représenter la Slovaquie parce que c'était assez galère de trouver un représentant pour la Slovaquie. Du coup, déjà, merci. Et du coup, c'est ça, tu n'as pas trop de lien. Ouais, c'est ça. Mais déjà, avec plaisir, hein, je fais cette petite vidéo YouTube ouais, avec grand plaisir. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses aussi sur la Slovaquie. Donc, ouais, c'est un grand merci à toi. Ben, merci. Du coup, on va passer à l'Ukraine et Bogdan qui représente l'Ukraine. Du coup, tu peux me parler un peu de ton lien avec le pays et ce que tu fais. C'est toujours sympa. Ouais, salut à tous. Moi, c'est Bogdan. Je suis journaliste, pas journaliste sport. Je suis dans la tech. Je bosse pour Numérama, donc c'est complètement un autre sujet. Même si j'ai fait un peu de sport business quand j'étais à l'Express, mais là, c'était plus sur les gros enjeux. Et évidemment, foot et business, c'est entièrement lié aujourd'hui. Donc, né en Ukraine, immigré en France depuis à peu près une vingtaine d'années et toujours supporter de l'Ukraine. Ça marche. Du coup, merci pour ta présentation. Ça va être super intéressant de parler avec toi. Et on passe à Nathan, qui est représentant du compte 90e Belgique, du coup, et pas Ouais, 90e comme il m'a repris avant. voilà, donc moi c'est Nathan. Que dire, je suis né ici en Belgique, d'origine congolaise, et effectivement, comme tu l'as dit, j'ai créé avec des amis et de la famille un podcast appelé 90e où en fait on fait chaque 2 semaines un petit retour sur l'actualité du football belge ainsi que du foot international. Et voilà, entre-temps, je suis aussi coach U16, j'ai mes diplômes UEFA. Ça marche un peu. Vraiment, j'espère que tu vas percer et pourquoi pas un jour faire une petite finale de Ligue des Champions. Et on va passer à Alex, qui est le représentant du compte foot roumain. C'est ça. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Déjà un plaisir d'être là. Moi, c'est Alex, voilà, de Foot Roumain. Je suis franco-roumain, donc voilà, c'est mon lien est tout trouvé. Je passe ma vie entre la France et la Roumanie parce que je travaille aussi bien pour SoFoot, voilà, et également d'autres titres de SoPress que pour la radio roumaine où voilà, j'envoie des formats, que ce soit audio ou parfois un peu plus écrit. À part ça, voilà, actif sur Twitter depuis 4 ans, je crois bientôt, ou 3, je sais même plus, tellement ça fait un bail. Aussi sur Instagram, très bientôt, on va lancer des formats toujours foot roumain. Et j'ai coécrit un livre récemment qui s'appelle À l'ombre du Big Five, où voilà, je parle de la Roumanie, donc c'est mon premier pied-à-terre, si tu veux, dans le milieu voilà, de la librairie, etc. Du coup, merci pour ta présentation. On mettra le livre quand même dans la description si des personnes sont intéressées. Et je pense qu'on peut lancer les hostilités avec le programme. Du coup, le programme, ça va être comme pour les autres groupes. On va, dans un premier temps, parler de la dynamique des ambitions et de comment l'équipe se présente à l'Euro. On va après passer sur vos ressentis personnels,
les points forts, les points faibles, le style, le coach, etc. Des joueurs importants aussi, on parlera des joueurs importants. Et si vous avez des petits cracks à présenter pour la communauté Football Day, c'est toujours sympa. On terminera ça avec deux autres choses. C'est un classement euh, de ce groupe. Après les analyses de chaque expert, peut-être vos avis vont changer. Donc, on ne sait pas. Et on va terminer sur un quiz. Comme pour les autres vidéos, il y a tous les 6 derniers euros. On va pas tomber sur l'Euro 2016 parce que c'est le groupe de l'Angleterre qui est tombé dessus. Et voilà, c'est un peu le côté un peu fun. Et je pense qu'on peut partir et on va commencer par. On va faire à l'inverse. On va parler d'abord du football roumain avec Alex. Et du coup, tu peux nous dire un peu comment l'équipe se présente à l'Euro, la dynamique, les qualifs. Et voilà, j'ai un peu des notes, t'en as aussi. Donc c'est parfait, on peut faire un bon mix. Et si des autres ont des questions, ben, ils peuvent poser des questions du coup. Ça marche. Bah, écoute, non, moi, j'ai pas de notes, hein. Je vais y aller comme ça, but en blanc. Alors, bah, écoute, la Roumanie a une petite tradition un peu étrange, on va dire, depuis les années, depuis l'an 2000, c'est de se qualifier tous les 8 ans pour l'Euro. Voilà. C'est-à-dire, on va pas se qualifier tous les 4, mais tous les 8 ans. Voilà, c'est quelque chose. 2000, 2008, 2016, 2024. Bon, c'est un concept, voilà, que je comprends pas trop, mais bon, c'est eux qui ont envie de le faire. Pour la dynamique, c'est une campagne qui a été assez surprenante parce que bon, on n'attendait pas grand-chose, mais on espérait quand même la qualification dans un groupe qui était, on va dire, plus faible que d'autres. En tout cas, c'est comme ça qu'il était labellisé par les experts. Il y avait la Suisse, il y avait Kosovo, Israël, Bélarus et Andorre. Et au final, on sort de ce groupe invaincu, ce qui est quand même une performance avec la Suisse qui était un peu l'épouvantail de la poule. Hein. C'était dès le départ le grand favori parce que dernier Euro, élimination de la France, parce que voilà, toujours un pays dur à battre. Mais contre la Suisse, hormis en 94 à la Coupe du Monde, on arrive à toujours bien les gérer. Au final, on les a un peu réduits au silence, même si tu veux, le match aller, c'était ça, on va dire, qui nous a vraiment lancé dans cette campagne, c'est ce match aller en Suisse où on fait 2-2, on est mené, on joue d'une manière mais abyssale. J'avais pas les mots, j'étais à Bucarest pour vivre le match qui se déroulait à Lucerne, là. J'ai cru que j'allais perdre ma face, quoi. C'était horrible. Et dernière minute, les deux entrants se montrent décisifs. Morutsan, avec son pied gauche, qui délivre 2 passes décisives pour Mikhaïla, l'autre entrant. Voilà, c'est là que la campagne a démarré. Et à partir de là, on a eu Mikhaïl en zone mixte qui a dit soutenez-nous parce que vous n'en avez pas d'autres. Sous-entendu des Roumains. Voilà, vous pouvez être mécontent à l'instant T, mais voilà. Du coup, après, ça a été, on a alterné entre le moins bon, un match contre Israël à domicile, un match contre le Kosovo à l'extérieur qui était vraiment catastrophique aussi dû à l'état de la pelouse, et aussi un match abouti, le dernier contre la Suisse par exemple. Donc voilà, on a eu aussi l'émergence de quelques cadres ce qui n'était pas donné au départ de la campagne, comme le défenseur central Radu Dragushin qui est parti de Genoa à Tottenham récemment. Voilà, on a eu aussi Mikhaïla qui s'est parfaitement, on va dire, dans son rôle de super sub, parce qu'il a un physique très fragile, donc pour être titulaire, c'est encore compliqué. Morutsan qui a délivré pas mal de passes décisives. Le capitaine Stanchou qui a été pas trop mauvais, même si bon, c'est lui dont je voulais te poser une question. Stanchou, ça donne quoi? Moi, j'ai un souvenir de lui. C'est à Anderlecht, hein, ici en Belgique. Oui, bien sûr. Il est un peu attendu comme le joueur majeur. Ça donne quoi, lui, ces dernières années? Il est toujours aussi important. C'était le plus gros transfert, non, d'Anderlecht, non? Exactement, ouais, le plus gros transfert d'Anderlecht à l'époque. Oui, je me souviens, il avait quand même laissé des bons souvenirs en Belgique, mais voilà, le prix du transfert fait que il se serait attendu à plus. Après, c'était l'époque où il était arrivé en même temps que Kipchiou, là. Il était un peu un couteau suisse, hein, latéral droit, latéral gauche, milieu droit, bref. Stanchou, écoute, c'est compliqué. En club, il fait quelques performances, mais là, il s'est un peu perdu en Chine, en Arabie Saoudite. Enfin, il va chercher les gros chèques. C'est quelqu'un de très bien, hein, mais je veux dire, voilà, plein de vue sportif, il a fait des choix qui étaient très clairs. Après, en sélection, c'est compliqué. On lui a donné le brassard de capitaine. Moi, je trouve que il est un frein à l'équipe. Parce que dans son rôle, si tu veux, inter, comme on dit en roumain, en gros, il est dans le milieu à 3. Il n'est pas très utile, malheureusement.
Donc, ce qui fait que comme il est capitaine, on est obligé de le mettre. Mais moi, j'ai l'impression que voilà, si on enlevait Stanch, peut-être que ça irait mieux et qu'on aurait un milieu plus équilibré. Mais voilà, il a aussi ses mérites. Et écoute, c'est l'Euro aussi qui sera peut-être ses adieux, je sais pas, on verra. Donc c'est le moment en fait, c'est le moment. Voilà, tout ce qu'il n'a pas donné avant, qu'il le donne maintenant. En tout cas, la dynamique, elle est propre. C'était 12 matchs invaincus avant cette trêve, avec cette Ouais, défaite contre la Colombie. c'est ça. Il y a le point fort de la Roumanie, ça reste la défense. Très bonne défense. Il y a seulement 5 buts encaissés pendant les qualifs. Et sur ça, on y reviendra après, quand on parlera des points forts, des points faibles des nations. Alors moi, c'est ce qui m'inquiète, la défense, justement. Ben, on y reviendra après, du coup, Voilà. parce que moi, j'avais vu quand même 5 buts encaissés, c'est pas mal. Bien sûr, mais justement, en fait, c'est comme en 2016. Ça va être l'inverse de ce que les gens pensent. Moi, j'ai vraiment peur de la défense. Parce qu'on dépend de 2 joueurs, en fait. Et sur 4, c'est compliqué. Bah, du coup, Voilà, ça, on y reviendra après en bien espérant sûr. qu'ils fassent déjà mieux qu'à l'Euro 2016, où ils étaient éliminés en phase de groupe, du coup. Ouf. Et peut-être un souvenir à oublier, mais on y reviendra après. On va passer à la Belgique avec Nathan de 90e Belgique. Du coup, parle-moi un peu de l'équipe, comment elle se présente. On va pas se le cacher, c'est la nation favorite de ce groupe. Ça reste la Ouais. Belgique. Euh, une qualif à 0 défaite, c'est propre. C'est comme la Roumanie, mais la Belgique, ça se voit que là, c'est un peu c'est l'antre de génération, quoi. La vieille génération, les vieux briscards, les Alderweireld, Vertonghen et tout ça, et la nouvelle avec les Bakayoko, les Doku et tout ça. Donc, parle-moi un peu de la dynamique, de la qualif et tout, et voilà. Ouais, bah écoute, comme tu viens de dire, phase de groupe assez, je dirais, facile, dans la mesure où bon, le groupe était déjà facilement à notre portée. Je pense que c'est l'Autriche, la Suède, l'Azerbaïdjan. Il n'y avait aucune question sur le fait qu'on devait y accéder. Maintenant, le point d'interrogation était le fait de voir comment on allait gérer cette transition avec effectivement la fin un peu de ce qu'on appelle ici souvent la génération dorée, donc la fin de la génération Hazard, Alderweireld, Witsel que tu as cité, pardon, ainsi que la prise de pouvoir de Domenico Tedesco. Donc il est arrivé, les premières semaines, premiers mois étaient franchement assez bons. Surtout, il y avait une grosse, euh, une grosse nouveauté dans la façon de jouer, mais aussi par le fait que l'équipe, il y a une transition qui est mise en place, un apport de fraîcheur avec beaucoup de nouveaux joueurs. Tu as cité Bakayoko, tu as cité, enfin, tu pas cité, mais il y a Deluke Bakio. Au milieu, il y a Mangala qui joue à l'OL. Enfin, il y a plein de nouveaux joueurs comme ça qui ont apporté un vent de fraîcheur et donc on était dans une très bonne dynamique. Je dis on l'est toujours, mais malheureusement, il y a eu quelques petits soucis qui sont venus un peu entraver cette bonne dynamique, Le nul notamment contre l'histoire du Capitana avec Courtois, Lukaku et le coach. Bon, la blessure de Courtois fait que la situation nous arrange quelque peu parce que c'est vrai que quand on voit les tensions et ce qui se dit entre les deux, entre l'entraîneur et Courtois, on a l'impression que ça serait compliqué de voir un retour dans l'équipe sous peu. Et surtout qu'en plus, on a vraiment besoin d'un gardien de cette classe. Mais ouais, donc cette histoire a un peu enrayé la dynamique. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, en tout cas, Tedesco, pour le moment, a prouvé que ça pouvait être l'homme idéal pour la sélection. Il a été prolongé il y a quelques semaines, chose qui est assez rare, surtout que on aurait pu se demander en fait pourquoi ne pas attendre tout simplement la fin du tournoi, voir ce qui va être fait au lieu de le prolonger directement. Mais voilà, la fédération a voulu lui faire confiance. Donc voilà, la dynamique est plutôt bonne maintenant. À voir ce que ça va donner sans Courtois et avec les soucis qui ont eu lieu ces dernières semaines. Mais en tout cas, voilà, on est quelque peu confiant et ce qu'on a vu sur le terrain, notamment face à l'Angleterre, même si la première mi-temps était un peu compliquée, c'est quelque peu rassurant. C'est sur ça que je voulais un peu rabattre le débat. C'était est-ce que ce nul face à l'Angleterre, finalement, c'est depuis Tedesco, du coup, qui est au poste de sélection de la Belgique, depuis qu'il est au poste, ils n'avaient pas encore affronté une grosse nation. Là, le fait d'avoir fait 2-2 contre l'Angleterre, avec une Ouais. première mi-temps assez mitigée, est-ce que ça ne te fait pas peur? Et c'était un Avec, peu le problème du dernier Euro. C'est du ouais, moment que le niveau s'élève, comme face à l'Italie, je dis pas que l'Italie c'était la meilleure équipe, mais le fait qu'ils ont un peu augmenté
le niveau, ça a beaucoup joué. Les cadres comme Lukaku et tout ça, ils étaient un peu dans le mal et tout. Et je voulais savoir, est-ce que où tu vois aller un peu la Belgique? Est-ce que tu vois un quart? Est-ce que ça serait déjà pas une bonne ambition pour le pays avec cette génération, du coup, la fin de la génération dorée, la génération jeune Ouais. qui arrive? Et pourquoi pas après viser plus haut pour la Coupe du Monde? Mais est-ce que tu vois aller en demi la Belgique? Je ne sais pas comment tu le sens face aux big, comme on pourrait Ok. appeler ça. Bah, bon, je sais pas si on peut encore les considérer, enfin, on doit les considérer comme les gros, mais juste, et ça faisait partie en fait de la dynamique positive. Euh, je pense que dans les premières semaines où Tedesco a été nommé, on a joué quand même l'Allemagne, qu'on a battu chez eux à Düsseldorf. Donc, bon, même si c'est dans les débuts, donc tout était un peu rose, il faut pas trop donner d'attention à ce genre de résultat, mais ça reste quand même un bon résultat face à un gros. Après, effectivement, face à l'Angleterre, bon, je dis que le résultat était rassurant, mais c'est vrai que dans la manière, surtout la première mi-temps, si on est derrière, enfin, si on perd le match au final, ça aurait été normal. Après, il faut pas oublier que Kevin De Bruyne n'était pas là. Je pense qu'on peut dire ce que l'on veut, ça reste quand même, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain européen à l'heure actuelle, donc l'avoir quand même, ça change grandement. Écoute, ce que j'ambitionne pour cette équipe, c'est, je pense que si tout va bien, si on finit premier et si la France finit premier, il y a de grandes chances qu'on tombe sur eux en quart de finale. Donc moi, La c'est ce que revanche. j'attends. Ouais, enfin revanche, je sais pas, mais j'attends minimum un quart de finale. Je pense que malgré toutes les faiblesses qu'on a, notamment derrière, où comme tu l'as dit, on a une génération où défensivement c'est un peu compliqué. Des joueurs comme Vertonghen sont encore là, mais ils ont plus de 37, 38 ans. Alderweireld n'est plus là. On a une défense en fait qui est composée, l'axe central sera principalement composé de deux joueurs donc, qui viennent du championnat. Ce sont des bons défenseurs, mais au niveau européen, ça reste à voir. À gauche, en tant que back, on joue avec Arthur Théat de Rennes. Je regarde pas trop ce qu'il fait à Rennes, mais je sais pas si c'est vraiment sa position. Je sais pas s'il joue vraiment latéral à Rennes. Mais donc voilà, il joue dans un rôle un peu hybride. À droite, c'est Castagne. Et donc en fait, c'est là où d'autant plus c'est un peu problématique de ne pas avoir Courtois parce que voilà, avoir quand même Courtois, ça aurait donné une assurance un peu plus élevée vu les difficultés en défense. Même si derrière au goal, on est assez bien loti. Je sais que Matsels fait pas sa meilleure saison à Strasbourg, mais ça reste quand même un gardien assez correct de Ligue 1. Il y a aussi le gardien Koen Casteels de Wolfsburg. Donc, on a assez bien loti en tant que remplaçant, en tant que deuxième gardien, même si voilà, ça c'est pas loin de la qualité de Courtois. Mais voilà, là où je pense qu'on peut avoir beaucoup. Excuse mon Ouais. gars. Juste, Matsels, il est transféré à Nottingham. Ah oui, c'est vrai, il joue à Euh, Nottingham d'ailleurs maintenant. C'est vrai, effectivement, j'avais ouais. complètement oublié. Mais voilà, mais il me semble qu'il fait pas sa meilleure, il fait pas ses meilleures performances. J'avoue, j'ai pas trop regardé s'il joue à Nottingham beaucoup, surtout qu'en plus à Nottingham ils ont beaucoup de gardiens et même le transfert avait été un peu surprenant. Mais donc ça reste à voir. Mais donc j'allais dire sur l'aspect offensif, je pense que n'importe quelle sélection d'Europe, si ce n'est la France qui a un vivier, voilà quoi, incroyable. N'importe quelle sélection d'Europe peut un peu nous envier ce qu'on a. Je pense que Doku, malgré le fait que c'est un peu plus compliqué ces dernières semaines, qu'il est moins régulier, ça reste quand même un joueur que beaucoup d'équipes nous envieraient dans la mesure où c'est une sorte de décapsuleur. C'est le gars qui peut faire la différence. Lukaku à l'AS Roma, c'est compliqué, c'est pas si exceptionnel que ça, mais ça reste Lukaku. Et même si dans les grands moments en sélection, je suis toujours pas rassuré par ce qu'il apporte. Voilà, ça reste un nom, c'est important d'avoir. J'ai cité De Bruyne, qui est pour moi le meilleur milieu de terrain d'Europe. Et à droite, tu as encore aussi d'autres profils décapsuleurs en la présence de Bakayoko et Luke Bacchio, qui ont un peu. Allez, Bakayoko, c'est un peu le Doku qui joue à droite en beaucoup moins fort, bien évidemment, mais qui peut apporter des différences et qui, en entrant, peut être important. J'ai même pas cité Trossard, qui n'est pas titulaire à Arsenal, mais qui, en sortant du banc, peut être pas mal. Donc voilà, il y a quand même des petits gages qui nous disent que on doit faire un minimum, même si derrière, c'est pas idéal, mais on doit faire un minimum. Et j'ai même pas cité le terrain où on a un milieu, somme toute, correct. C'est pas le meilleur milieu d'Europe, mais je pense qu'avoir un milieu Onana, Mangala et De Bruyne ou même Tillmans, donc on peut faire. Allez, le quart, ça serait le minimum. Bah, du coup, on restera sur un quart minimum et on verra après si potentiellement
tu serais un peu plus confiant. Au pire, on rappelle Eden Hazard et on verra s'il fait un bon Euro. Du coup, on va passer à l'Ukraine avec Bogdan. Du coup, donne-moi un peu ton ressenti sur comment l'équipe se présente, la dynamique et les qualifications de l'Ukraine qui a fini troisième derrière l'Italie et qui est passée grâce au barrage. Et mis à part ça, c'est des très bons résultats face à des grandes nations. J'ai noté le nul contre l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre qui sont trois grosses nations de l'Euro. Donc ça, c'est positif. Et l'Ukraine, c'est toujours une bonne équipe. Et au dernier Euro, ils sont passés en tant que troisième. Et après, ils ont battu la Suède, mais ils ont perdu contre l'Angleterre 4-0. Mais ça reste un Euro quand même positif. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de ce dernier Euro. Du coup, voilà. Ouais, bah, en plus, il y a eu une transition parce que c'était un peu la fin des joueurs qui ont un peu brillé en Europa League avant avec des Yarmolenko, des Konoplyanka. Donc là, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Il y a plein de jeunes cracks. On en parle beaucoup. Alors en club, c'est pas toujours ça. Mais j'ai un peu, bon, je caricature, mais ils ont un peu un syndrome Giro-Griezmann où quand ça va pas trop dans leur club, en revanche, sous le maillot, ça va beaucoup mieux parce que probablement que il y a moins la pression du transfert, du résultat dans les grands championnats. Ils sont plus à l'aise quand on leur demande juste de mouiller le maillot. Ouais, ils ont bien confirmé, comme on va dire, l'Ukraine, une équipe moyenne du football. On n'est pas dans le top, évidemment, dans le podium des 6-7, mais on peut se positionner vers la Pologne, le Danemark. Elle a eu son rôle d'équipe qui allait un peu déranger l'Italie, l'Angleterre. Ils ne sont pas laissés écraser, ils ont mis du challenge. Premier match perdu, deuxième match, ils apprennent, ils arrivent à faire le nul, ils créent la surprise en match amical face à l'Allemagne. Face aux petites équipes, il y a le moral. Il y a le moral. Ça, en plus, avec le contexte, on se posait beaucoup la question du moral, je pense. Et on voit qu'ils n'ont pas lâché. Les deux derniers matchs de barrage, si je ne me trompe pas, Bosnie et Islande, le but final est marqué dans le dernier quart d'heure. En plus, avec des jeunes, il faut les tenir. Hein, ces pressions européennes, la pression d'un pays, tout ça avec le contexte. Donc, jusque-là, assez dynamique. Bon, on va dire, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf et je pense que pour l'instant, je les vois continuer comme ça pour la compétition. Bah, c'était sur ça aussi que je voulais te rabattre. Est-ce que c'est pas une détermination supérieure, ce contexte politique assez compliqué en Ukraine? On voit que les joueurs, vraiment, ils se la donnent et tout, et ils sont vraiment allés chercher cette qualif, et on l'a vu quand ils se sont qualifiés, je caricature ça un peu, mais c'est comme un jour de fête, de paix, quoi, dans un pays qui est en guerre à l'heure actuelle. Donc, je sais que il y a beaucoup de l'affect est très important en Ukraine. Ça s'est vu avec Zichenko, Mikolenko, qui vraiment ils veulent tout donner pour le pays. Et en soi, c'est quelque chose, c'est quand même un atout majeur pour une nation, comme dit, qui n'ont pas le réservoir comme la Belgique, qui ont un banc de fou. Mais est-ce que cette détermination viendrait pas de ce contexte politique au final? Et pourquoi pas aller chercher quelque chose? Ils ont fait un quart à l'Euro 2020. Pourquoi pas aller chercher plus haut? On ne sait jamais. Faire une Danemark 92, Grèce 2004. J'abuse un peu, mais en soi, le contexte politique, des fois, ça joue beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que même, Grèce 2004, ça, c'est encore des trucs qui me paraissent improbables. J'ai du mal à y croire, quoi. Mais je pense que ça joue justement dans ce dernier quart d'heure. Parce que peut-être qu'il y a des moments où on sent qu'on a les crampes, qu'on n'arrive plus à tenir le match. On le voit, le foot, il y a toujours, le foot, ça nous surprend toujours parce que les moments où les petites équipes, les équipes moyennes arrivent à tenir, on va dire, les grands, c'est forcément au moral. Et ce moral-là, c'est quelque chose qu'il faut aller puiser. Est-ce que ce joueur-là, forcément, c'est dans le contexte géopolitique, il se dit, je me donne. Probablement que dans le dernier quart d'heure, il se dit, bah, j'ai un pays derrière moi. Dans ce contexte-là, j'ai envie de rendre fier mon pays. À mon avis, il va se dire tant pis pour la déchirure. On verra ça demain et je le ferai le dernier sprint. Je vais encore faire le dernier tacle, quoi. Donc, moi, personnellement, si on me demande un pronostic comme ça, jusqu'où on peut aller, déjà un huitième, ça serait correct. Quand on regarde le groupe, il y a beaucoup d'équipes. Alors, hormis évidemment, grand favori Belgique, les autres équipes, je pense que sans manquer de respect aux autres, le niveau est jouable.
Maintenant, il faut au moins viser les huitièmes. C'est déjà, il ne faut pas se laisser surprendre parce que je pense que Slovaquie et Roumanie, ils ont aussi envie de montrer de quoi ils sont capables. Donc, il ne faut pas se laisser surprendre. Il ne faut pas tomber dans le stress non plus. Ça, c'est très facile. Ça, c'est un truc qui peut tuer un tas de joueurs, hein, avoir la pression aussi. Donc, au moins les huitièmes et puis pourquoi pas les quarts en fonction du tirage au sort. Ouais. Bah, du coup, Moi, j'avais une petite question, si je peux me permettre. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense en Ukraine parce que je suis un énorme fan de Chelsea. J'étais d'ailleurs au stade encore hier, enfin avant-hier à Wembley. On pense quoi de Mudryk en fait chez vous? Parce que ce qu'il nous a fait là à la 90e, je ne sais pas si vous avez vu son centre alors qu'on doit égaliser, il met un centre en sortie dans un moment décisif. Donc j'ai envie de savoir, on en pense quoi? Qu'est-ce que ça donne en fait en Ukraine? Est-ce que il confirme, il est en tout cas beaucoup plus performant qu'à Chelsea ou c'est aussi compliqué? Ouais, beaucoup plus. C'est Modric, je crois que c'est sur 3 matchs, les 2 fois homme du match, sur les 3 derniers matchs avec l'Ukraine. Avec Chelsea, à mon avis, en plus, je sais pas, je trouve que c'est pas un joueur qui correspond vachement à la première ligue. Il a tendance un peu à se la jouer un petit Neymar de Wish en faisant 3-4 dribbles qui vont jamais réussir. En Ukraine, je trouve que c'est un peu plus sérieux. Je pense que c'est vraiment une question de pression. Il n'est pas fait pour tenir ce club. C'est un transfert assez monstrueux pour lui. Il était peut-être pas fait pour encore une telle pression. Peut-être que ça ira mieux. Il a quoi? Il a 22 ans, même pas. Donc, très jeune, très jeune. Ouais, on est vraiment si on pense à De Bruyne, il a raté à Chelsea avant de briller à Wolfsburg, quoi. Donc, les ratés par Chelsea, il y en a eu une tonne. En Ukraine, c'est beaucoup plus sérieux, quoi. Et c'est beaucoup plus sérieux. C'est lui qui met au moins 2 buts sur la Bosnie et sur l'Islande. Donc, il tient la route. Surtout que c'est compliqué vu le contexte à Chelsea. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont ratés ces dernières années. On l'a vu avec Ziyech quand il est arrivé à Chelsea. Havertz qui n'a pas vraiment fait ce qu'on lui demandait. C'est un peu compliqué aussi avec ce changement de coach. Et du coup, merci pour cette analyse sur l'Ukraine. On va passer à la Slovaquie et Simon. Du coup, comme pour les autres, parle-moi un peu de comment l'équipe se présente, qualification, dynamique, et voilà. La Slovaquie, ça reste un peu l'interrogation de ce groupe, quoi. La Roumanie, on sait un peu de ce qu'ils valent. L'Ukraine, on l'a vu au dernier Euro. La Belgique, ça reste la Belgique. Et la Slovaquie, c'est comme éliminé en phase de poule du dernier Euro. Et j'ai noté comme quoi c'est la 4e pire nation du classement FIFA présente à l'Euro. Donc, voilà. Oui, je pense qu'on est 46 ou 48e, un des deux, je sais plus. Ah voilà, c'est ça. Mais non, sinon, c'est quand même assez du solide sur les 12 derniers matchs. J'ai noté en tout cas 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Et donc les 3 défaites, c'est contre le Portugal 2 fois, qui était dans le groupe de qualification, et une fois l'Autriche en match amical. Donc en phase qualificative, c'est 22 points sur 30 avec une 2e place. Derrière le Portugal, qui ont eux un sans faute, je pense. Ils n'ont pas perdu une fois en phase de qualification. Donc oui, non, avec une défense solide derrière et une attaque peut-être un peu moins bonne, mais ça j'en parlerai après. Je pense que la Slovaquie doit prendre un maximum de points contre la Roumanie et l'Ukraine, parce que le match contre la Belgique s'annonce déjà un peu compliqué. Ça marche du coup. Comment dire, la Slovaquie s'avance quand même avec quelques certitudes quand même. Au final, tu t'as dit 13 victoires sur les 20 derniers matchs, ça reste quand même un ratio positif. C'est un peu l'interrogation de ce groupe. Et du coup, on va passer un peu au point fort, point faible. Comme ça, on peut un peu plus appuyer sur ça. Et si tu veux, on peut commencer par toi et tu nous donnes un peu ton ressenti personnel sur la Slovaquie avec les points faibles, points forts du coup de la Slovaquie. Moi, j'ai noté comme quoi il y a quand même un manque de référence offensive. Il y a Lobotka qui est vraiment en dessous du niveau de l'année dernière. Après, c'est tout le Napoli qui est comme ça. En tant que suiveur du calcio, je le vois tous les week-ends. Le Napoli, c'est une catastrophe, comme là encore la défaite contre le Empoli. Et le manque de référence offensive sera très important. Et aussi, manque de stars, quoi. C'est un peu compliqué, la Slovaquie. Donc, je ne sais pas où tu vois les points forts dans la sélection slovaque et les points faibles, du coup. Ouais, les points forts, je les vois très certainement dans l'expérience de l'équipe, parce que la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Je pense qu'on est à 29, voire même 30 ans pour la moyenne d'âge. Deuxième petit point positif, c'est sûrement la défense avec le gardien de Newcastle, donc Martin Dubravka,
qui a fait quand même une bonne saison il y a 1 ou 2 ans, qui était quand même assez solide dans les buts de Newcastle. Donc en Première Ligue, face à des grands attaquants, il peut tenir un match, il peut sortir en tout cas des grandes prestations face à des équipes comme la Belgique ou qui ont des gros attaquants. Et sinon, devant le gardien, donc la défense, on a quand même des Skriniar au PSG, qui sont quand même des défenseurs d'expérience avec l'Inter Milan, etc. Et il y a aussi le back droit qui joue à Feyenoord, où c'est David Enko, qui sort une grosse saison avec le Feyenoord, en tout cas cette année. Mais tu nous parlais du coup du point fort, la défense de la Slovaquie. Skriniar, il est quand même en manque de forme au PSG. Il est blessé, il joue peu. Donc, est-ce que le taulier de cette sélection, sans ce taulier, ça risque quand même d'être compliqué pour la Slovaquie, tu trouves pas? Ça peut être compliqué, mais je pense quand même que l'expérience et tout le savoir-faire en matière de défense va en tout cas aider très fortement la Slovaquie là-dedans, quoi. Je pense en tout cas. Ça marche du coup, on va vraiment se focaliser sur une défense Ouais, assez forte en espérant que Skriniar revienne. On ne sait pas, hein, ça peut être un transfert au raté plus vite. et se Ouais. relancer l'été prochain. On va passer, du coup, on va faire le sens inverse. On va passer de nouveau à l'Ukraine avec beaucoup d'interrogations sur l'Ukraine, avec le point fort, les points faibles. Le point fort, ça doit sûrement être l'attaque, mais il y a beaucoup d'interrogations. Il y a Dobvik qui réalise une super saison avec Giron, mais en sélection, généralement, c'est Yaremchuk qui est titulaire. Donc déjà, première question que j'ai pour toi, Bogdan, c'est qui mettre en tant que numéro 9? Écoute, je pense qu'on peut jouer Yaremchuk en joker. C'est un mec qui a un physique imposant, je crois qu'il fait quasiment 1m90. C'est un neuf un peu, on va dire, à l'ancienne, qui va se stationner dans la surface. L'Ukraine, elle joue, on va dire, pas de manière surprenante, c'est assez classique, hein, la défense pas très bonne, hein, mais plutôt basse pour essayer au moins de prendre le moins de buts possible. On place un Zinchenko en pivot pour au moins le joueur, on va dire, allez, ouais, aujourd'hui, peut-être un de ceux qui a le plus d'expérience et pour s'assurer de faire les relances. Et sur les ailes, on a deux très bons joueurs. Et puis, je pense que Dobik, il fait une super saison. C'est clairement le type qu'on devrait mettre en titulaire. Et puis, si on voit qu'il n'est pas dans son match, Yaremchuk, ça peut être un mec qui peut le débloquer sur un centre de fin de match, quoi. J'ai aussi une autre question, c'est sur le poste de gardien. Finalement, Troubine a tout le temps joué titulaire pour du coup l'Ukraine, mais après cette saison de Lounine qui est totalement folle, et ça s'est encore vu en Ligue des Champions, est-ce que en Ukraine, du coup, il y a cette question de est-ce qu'on ne mettrait pas Lounine titulaire au but? Et après, on reviendra sur un autre sujet, du coup, Zichenko que tu as cité, on y reviendra après. Ouais, moi j'aimerais pas du tout être à la place de Rebrov, donc le coach, ça doit être super dur en plus d'être avec des jeunes parce que c'est pas comme un comparatif facile avec Enrique qui lui peut-être peut se dire Donnarumma a moins d'expérience que Navas ou des choses comme ça, enfin, même si ça joue pas tout le temps, mais là on a vraiment deux jeunes cracks qui se lancent tous les deux dans deux gros clubs. Moi j'aurais plutôt tendance quand même à mettre Troubine, même si c'est sûr qu'on en parlerait plus s'il avait arrêté les pénaux face à l'OM il y a quelques jours là, en quart de finale. Je mettrais quand même Troubine pour sa bonne lancée, pour pas lui faire perdre confiance. Ça, c'est important aussi pour les gardiens. Et puis c'est comme toujours, hein, si on voit qu'il ne tient pas la pression, Lonin. En plus, je pense que pour les compétitions internationales comme ça, c'est toujours intéressant de voir comment on réagit. On a déjà vu par le passé des gardiens qui sont remplacés juste pour les tirs au but. Donc, je pense que Troubine en choix numéro 1 et puis Lounine, si on voit que le premier ne tient pas la pression, c'est jouable. Parce que passer après Piatov, qui est resté vraiment des lustres en tant que gardien de l'Ukraine, c'est une pression énorme. Et j'avais encore une dernière question. C'était est-ce que on ne serait pas sur un dispositif avec Zichenko, milieu de terrain, comme il joue à Arsenal, et placer Mikolenko à gauche et à droite Konoplia? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je partirais un peu plus sur ça si j'étais le sélectionneur de l'Ukraine. C'est-à-dire jouer comme maintenant la plupart des coachs le font, c'est de jouer avec un latéral milieu de terrain. Et Mikolenko avec Everton, il sort une saison assez bonne et il est assez régulier. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de ce dispositif, de mettre Konoplia à droite, à gauche Mikolenko et au milieu de terrain Zichenko, à côté de Malinovski du coup.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais déjà, vu le manque de potentiel défensif, on est obligé de jouer comme ça. Ensuite, on l'a vu hein, depuis l'âme, depuis tous ces espèces de milieux défensifs modernes, on alterne facilement entre le milieu défensif et latéral. Même le Real, là, récemment, ils ont fait jouer Kamavinga, ils les font jouer milieu défensif ou latéral. Donc, je pense que se priver du talent de Zinchenko, de son expérience en première ligue, ça serait bête. Euh, Mikolenko à Everton, je pense qu'il saura faire le taf. Et il faut utiliser tous les atouts de Zinchenko en milieu défensif. De toute façon, on voit que c'est des postes assez versatiles maintenant. Et pour l'instant, Rebrov, il a trouvé au moins, on va dire, une configuration qui peut tenir la route. Et je pense qu'il va rester comme ça. Ça marche. Du coup, merci à toi pour ton analyse. On va passer à Nathan pour parler un peu de la Belgique, cette génération dorée qui se termine et avec en espérant cette génération dorée numéro 2 qui arrive. Et il y a beaucoup de questions. Et on t'en parlait avant. On va parler de cette charnière centrale. C'est qui mettre en défenseur central parce qu'en soi, il y a quand même des bons jeunes. Il y a Onana il y a Onana, il y a. Non, Onana, du coup, c'est au milieu de terrain, mais derrière, est-ce qu'on ne mettrait pas deux Bast avec De Winter qui réalise ça une bonne saison en Serie A ou Ouais. bien essayer de chercher un latéral gauche et mettre TAT en centrale comme il joue à Rennes? Je ne sais pas trop. Je ne me suis pas trop renseigné sur Witzel. Est-ce qu'il a pris sa retraite internationale? Mais il me Ouais. semble, je sais plus. Il a pris sa retraite internationale. Il a pris sa retraite. Il a fait Ouais, partie de cette génération. Donc, mais du coup, qui ce était serait pas le moment. Ça serait le excuse-moi. moment de. Ça serait potentiellement le moment de refaire une défense entière et de terminer cette défense Alderweireld, Vertonghen et Witzel qui peut jouer central comme il le fait à l'Atlético. Ouais. Je sais pas si on m'entend. On m'entend bien? Ouais, ouais, top. Ah, ok, ça va. Bah oui, écoute, Witzel a pris sa retraite internationale. Il a fait partie, en fait, il y a toute une génération de joueurs qui est, après la fin de la Coupe du Monde 2022, pardon, était un peu dans un entre-deux où il ne savait pas trop quoi faire, annoncer sa retraite ou non, rester ou pas. Et il faudrait comprendre que, d'après son choix, il n'a pas très bien pris le fait de ne pas avoir été sélectionné par Tedesco lors des toutes premières sélections. Mal lui en a pris parce que des joueurs comme Thomas Meunier, qui était dans une voie de garage à Dortmund, est finalement aujourd'hui repris après son passage à Strasbourg Sport. Donc, il a fait partie un peu de ces joueurs qui ont eu une discussion avec le sélectionneur, où le sélectionneur leur a dit que voilà, il est là pour essayer d'installer des futurs cadres et des futures pépites. Et donc, pour cette génération qui était en train euh, bah, de rendre l'âme, si je puis dire, il fallait un peu voir ce que ça allait donner. Et comme tu dis, je trouve ça un peu dommage dans la mesure où effectivement on voit qu'à l'Atlético, c'est pas mal ce que ça donne en défenseur central. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas dans n'importe quel système qu'il joue. Il joue dans un système à trois défenseurs, si je me trompe pas, à l'Atlético. Donc ça le couvre un peu, notamment au niveau des faiblesses qu'il avait déjà, même quand il jouait au milieu, à savoir une certaine lenteur pour se retourner et pour défendre dans son dos. Donc, dans un système à 4, comme Tedesco essaie de jouer, je ne sais pas s'il serait pertinent euh, en sélection. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, on a un gros problème depuis qu'il n'y a plus Alderweireld ou même les Vincent Compagnie. Et donc, on est en train un peu de se chercher notre futur père. Je pense que Tedesco va prioriser ce qui se passe en championnat. Le fait que De Bast et Vertonghen, qui jouent à deux Anderlecht, ont des automatismes. Donc, je pense que ça risque d'être la charnière centrale titulaire. Même si j'aimerais, et c'est dommage parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup, il y a pas beaucoup de matchs de préparation avant l'Euro. Il me semble qu'il y a un dernier match, puis après, il y a l'Euro qui se lance directement. Mais j'aurais aimé beaucoup voir Conny de Winter, comme tu viens de citer, qui fait une assez bonne saison en Serie A et qui a le profil, je trouve, parfait du défenseur moderne. Donc ça aurait été bien de le voir, surtout que je le trouve plus rassurant défensivement que De Bast. Faut pas oublier qu'il y a aussi dans ce calcul un peu de la défense centrale Wout Fass, qui dans les premières semaines et premiers mois de Tedesco avait un peu cette, ce crédit dans la mesure où c'est un défenseur qui est assez limité, il ne faut pas se mentir, mais qui est un assez bon défenseur, comme on dit, de rectangle. Donc c'est le genre de défenseur que tu vas voir sauter sur tous les ballons, qui va être là pour contrer, mais qui va peut-être un peu avoir du mal à défendre la profondeur.
Donc, faut voir, il y a beaucoup de. Faut voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, mais je pense qu'il partira, quoi qu'il arrive, avec une défense centrale qui a le plus d'automatisme, donc de Bast Vertonghen. Ensuite, à droite, Castagne, je pense qu'il a sa place à coup sûr. Et Ça à nous va gauche, si vous ne prenez pas de Winter. Hein. C'est super. Franchement, le prenez pas. Laissez-le à la maison, c'est cool. je pense qu'il ira, mais c'est le genre de joueur, peut-être, si on voit que ça ne fonctionne Il pas est lors de très très bon, franchement. Ouais. ouais, il est J'ai vraiment suivi un peu avec le Genoa parce que Dragushin jouait là-bas, donc il a joué aussi avec De Winter. Et franchement, très ouais. impressionnant. Très impressionnant. Et c'est pour ça, et donc je pense que c'est un peu trop. Allez, Tedesco, donc sa première sélection, c'était lors de la trêve qui s'est déroulée avec l'Angleterre, etc., donc il y a quelques semaines. Et donc je pense que ça arrive un peu trop tard, donc il faut voir. Et donc à gauche, comme tu disais, pourquoi ne pas avoir un back gauche qui est assez bon et qui joue et qui fait et donc faire rentrer Théâtre dans l'axe central. Bah écoute, on en a un qui est assez bon, qui s'appelle Maxime de Kuiper, qui joue à Bruges. Bruges qui est pour le moment en demi-finale de la Conference League. C'est vraiment un top talent. Après, le problème avec ce genre de profil, c'est que c'est un back assez offensif. Et je pense que Tedesco a un peu peur de utiliser des backs très offensifs sur le même côté que Doku. Ça pourrait nous porter préjudice. Donc c'est pour ça peut-être il pense peut-être à l'équilibre. Mais donc voilà, je pense que si on doit maintenant penser à une défense, la défense c'est Théâtre, Vertonghen de Bast et Castagne. Après, j'ose espérer qu'il ouais. Ouais, et j'ai l'impression qu'on oublie Carrasco aussi, c'est pas lui aussi, il faisait partie de la grande génération et est-ce qu'il a gardé encore son niveau? Est-ce qu'il peut encore surprendre? Écoute, donc si je me trompe pas, Carrasco, là, il est en Arabie Saoudite hein, pour le moment. Hein. Lui, ça serait un peu. Il n'a pas été pris lors des dernières sélections, mais c'est parce qu'il me semble qu'il était blessé. Mais je pense que ça pourrait être le petit bonus ou la petite surprise du chef. Surtout si, il me semble que, je ne sais pas si ça a été décidé, mais ils essayent d'allonger les listes hein, au Ça. final. Donc ça pourrait être la surprise du chef. D'autant plus que, bah écoute, ça reste toujours un joueur un peu déroutant, même si voilà, il n'a pas la régularité en sélection, il ne l'a jamais eu, mais c'est un joueur assez déroutant qui peut toujours faire des différences. Donc, je le vois bien aussi être pris en sélection, euh, peut-être. Maintenant, ça m'étonnerait que ce soit dans le rôle que Roberto Martinez lui accordait, à savoir ce fameux rôle de piston, un des deux pistons, pardon, droit ou gauche. Donc, je pense que ça serait plutôt dans un profil offensif. Mais donc voilà, ouais, comme tu disais, à Football Day, notre gros point d'interrogation, c'est la défense. Parce qu'après, devant, on a un peu plus de garantie et un peu plus de luxe dans la mesure où il y aura des choix à faire. Bah, c'est ça, moi j'aimerais bien donner ma petite surprise du chef. Je remets juste Simon qui est parti du live. On a perdu quelqu'un sur. Moi, ma petite surprise du chef, après, c'est un peu mon côté italien qui parle, mais c'est Charles de Catler qui réalise une superbe saison. Ouais. Après, je sais que la pression, il a du mal avec la pression de Catler. Ça s'est vu à Milan. Après, le contexte est assez différent de passer de Milan à l'Atalanta. Mais pour l'instant, avec une attaque avec Lookman et Scamacca, c'est vraiment très propre. Il a été encore décisif ce week-end, le vendredi dernier. Donc, moi, ça serait lui, ma petite surprise du chef. Et pourquoi pas, je ne sais pas si pour Tedesco, c'est possible, mais pourquoi pas faire une attaque à deux, faire un 4-4-2 finalement et passer avec Openda, Lukaku. Parce qu'Openda est stratosphérique cette saison. Il a sa première saison d'adaptation. Il n'a pas eu besoin d'adaptation. Il réalise vraiment une super saison. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de toi d'aligner du coup Openda, Openda et Lukaku sur le même 11, quoi. Ouais, bah écoute, juste pour revenir sur De Ketelaere, bah écoute, tu sais que même ici en Belgique, j'ai l'impression que ces prestations passent un peu trop sous silence parce que tu viens de parler d'Openda, mais quand on parle de solutions devant pour si jamais il y a un souci avec Lukaku, pour jouer à deux avec Lukaku, bah, beaucoup de gens parlent plutôt d'Openda au lieu de Ketelaere, qui pour moi a un profil peut-être un peu plus compatible avec celui de Lukaku. Je reviens juste aussi sur ce que tu as dit sur la pression de Ketelaere. Bah, effectivement, à Milan, ça n'a pas été évident, mais il est assez jeune, arrivé de Bruges, qui est un bon club belge, mais à le gigantesque club qu'est Milan, ça ne doit pas être évident. Donc, je ne sais pas s'il ne supporte pas la pression, parce qu'il faut se rendre compte quand même que ce qu'il faisait à Bruges en Ligue des Champions, j'ai en mémoire ses matchs face au PSG, où il était incroyable, et où il y avait beaucoup de pression sur lui.
faut quand même le faire à son âge. Donc, peut-être mettre dans un contexte que c'est juste peut-être que son acclimatation n'a pas été idéale, mais c'est peut-être pas pour autant qu'il n'est pas bon sous la pression. Mais maintenant, pour ta question sur Openda Lukaku, écoute, je trouve que les gens ont souvent tendance à oublier que Lukaku, initialement, en tout cas, c'est un profil d'attaquant qui est assez similaire à celui d'Openda. Je sais que ces dernières années, notamment avec le travail que Conte a fait avec lui avec l'Inter, on a tendance à le voir un peu très bon dans ce rôle de pivot. Je reçois le ballon. Avec Lautaro, du coup. Avec Lautaro, effectivement aussi. Mais sa nature initiale, en tout cas ce qu'on voyait à Anderlecht, ce qu'on a vu à Manchester et ce qu'on a vu à Everton, c'est que Lukaku n'est jamais aussi bon que quand il est lancé dans la profondeur et que quand il prend le dos des défenseurs et pas quand il joue dans ce jeu pivot qui sait se faire assez bien, mais que dès que les espaces se rétrécissent, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il a une première touche de balle qui n'est pas idéale ou qui fait tâche par rapport à certains attaquants du top ou du moins du même niveau que lui. Donc, avoir ce genre de profil où Openda lui aussi en fait est un attaquant de profondeur, ça peut poser problème. Et le peu de fois où ça a été essayé, ça n'a jamais donné satisfaction. Et même en dehors de cette association, Openda en sélection, et ce n'est pas tout le temps de sa faute parce que souvent il joue avec une équipe bis ou remodelée ou qui n'a pas beaucoup d'automatisme entre les joueurs. Souvent, ça n'a pas donné satisfaction. Donc, moi, franchement, si on devait penser à une solution à deux, je trouve que le profil de De Ketelaere correspondrait plus avec celui de Lukaku et pourrait être intéressant. Mais comme je dis, on a vraiment beaucoup de solutions parce que quand tu regardes, voilà, tu as cité De Ketelaere, on peut même penser à Trossard qui, lui, peut jouer sur un côté, mais à Brighton ou même à Genk, quand il jouait dans le championnat, il jouait parfois dans ce rôle de 9,5 autour de l'attaquant. Faut voir ce qu'on va faire. Est-ce que ça sera Luke Bacchio ou est-ce que ça sera Bakayoko? Est-ce que dans un souci de densifier le milieu, on fera ce que parfois Martinez faisait avec De Bruyne, à savoir le mettre dans un rôle de faux ailier droit de façon à pouvoir densifier le milieu et donc rajouter un milieu plus naturel? Faut voir, on a de la chance d'avoir beaucoup d'opportunités, enfin ou plutôt du luxe d'avoir beaucoup de choix dans cette zone entre le 6, 8, 9, 10, 11 et 7. Et ça sera intéressant de voir les choix de Tedesco. Bah, du coup, je pense que tu as fait l'analyse parfaite pour la Belgique. Et on va passer par la Roumanie. La Roumanie que j'ai annoncé avec une grosse solidité de défensif avec Dragusin et aussi avec un dispositif où le sélectionneur, il me semble que c'est Iordanescu, désolé pour la prononciation, qui a 6 voire 7 joueurs à vocation défensive dans ce dispositif. Du coup, les points faibles, points forts de la Roumanie, moi j'évoquais la défense. Toi, tu m'as dit que c'est quand même la crainte de la Roumanie. Du coup, tu peux donner ton avis et ton ressenti personnel sur. Oui, parce que en fait, une chose, c'est les stats. Donc, on a pris que 5 buts, mais il faut voir aussi les adversaires. Il faut voir la mise en difficulté. Il faut dire aussi il y a eu des moments où on a eu beaucoup de chance. Contre la Suisse, première mi-temps, si on en prend 6, il n'y a aucun scandale. Donc, déjà, remettre en perspective, tu vois. Et parce qu'en fait, ce coach-là, il a ses mérites. Il a franchement ses mérites. C'est un meneur. Il parle très bien à son groupe. Il sait quoi leur dire. Voilà. C'est aussi une nouveauté par rapport à il y a 8 ans. On a des jeunes qui aiment leur pays. C'est pas forcément une garantie quand voilà, ils arrivent en équipe nationale. Or là, on sent beaucoup de jeunes qui sont concernés, qui sont pas là uniquement pour leur pomme, qui ont vraiment envie de bien faire, voilà, qui n'ont pas forcément pensé uniquement au transfert au jour d'après, quoi, voilà, de leur performance. Non, c'est vraiment, on est là, on se bat pour le pays. Et le coach sait transmettre ça. Après, voilà, le problème, c'est toujours tactique. Ce sont des sélectionneurs. Les sélectionneurs, ils sélectionnent. Hein, ils vont pas révolutionner. C'est très rare les sélectionneurs qui arrivent et qui sont en même temps des tacticiens. Iordanescu, donc qui est le fils. Nous, on l'appelle Eddie. C'est comment dire la version courte de Edouard, qui est son prénom. C'est le fils d'Angel Iordanescu, qui est le coach mythique de l'équipe de 94, qui a ensuite repris aussi qui a repris l'équipe en 2016. Donc voilà, il y a une tradition familiale. Tout de suite, il y a aussi les petites bisbilles de la fédération, c'est-à-dire que c'est le fils d'eux, donc forcément, c'est un coach qui n'a pas fait d'énormes performances en club, il n'a pas d'énormes références, donc on le met finalement à un poste, voilà, il va devoir manager des hommes, hein, plutôt qu'amener un esprit tactique, mais il l'a plutôt pas mal fait.
Après, pour ce qui est des points faibles, donc moi, je vais citer forcément la défense parce que on a un Rock qui est Dragushin, qui est impérial avec la sélection, qui a été impérial aussi au Genoa. C'était le meilleur défenseur de Serie A sur la première partie de saison. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres et c'est même le ressenti. Tottenham, c'est plus compliqué parce que c'est Tottenham. Voilà, c'est un autre dispositif, c'est un autre coach, c'est un autre type de football. Il n'arrive pas en tant que titulaire, donc forcément, il faut être patient, tout simplement. Mais en sélection, on sait que ça va être le point d'ancrage, parce qu'il a été parfait jusqu'ici. On a aussi le back droit Ratio, qui est remplaçant au Rayo Vallecano, qui est un joueur clé de l'équipe parce que c'est un joueur exemplaire. C'est le chouchou un peu des supporters. On l'a vu, on a eu la chance de le voir quand même en Liga face à Vinicius. Ça a été un des meilleurs défenseurs face à Vinicius sur la saison. Il a été très bon aussi quand il a eu des duels face à Bellingham. C'est un joueur qui ne lâche pas le morceau, qualité de centre, voilà, qui déboule. Il a un jeu énergivore, mais on sait que jamais si tu veux, son carburant va jamais faiblir. Ce qui est un gros problème généralement en équipe de Roumanie. On a une équipe qui s'essouffle à la 60e minute. Ça a été le cas dès le match contre le Bélarus, si tu veux. Ce qui est un problème. Mais Ratio, lui, on sait qu'on peut se baser sur lui, quoi. Tu vois. Chiriches, il joue encore? Oh là là, mais non, ne me parle pas de Kirikesh, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, il va peut-être prendre sa retraite là en fin de saison. Dieu merci, plus de Kirikesh en sélection, parce que Kirikesh, voilà. Après, bon, ça c'est tout un autre contexte. Moi, je pense qu'il n'a jamais été un vrai défenseur central. C'était en réalité plutôt un 6,5. Il a des qualités 6,5, mais bon, il n'a jamais été testé comme ça, donc on ne saura jamais. Physique extrêmement fragile, pas adapté à la première ligue, contrairement à Dragushin du coup, et ça va se voir. Et puis ensuite, voilà, remplaçant du remplaçant partout où il est passé, quelques bons matchs par-ci par-là, mais bon, avec la sélection, il a eu un statut, voilà, brassard, capitaine, mais non, beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, il est revenu en Roumanie cette année, blessé quasiment toute la saison, plus gros salaire du pays. Il est temps de plier les gaules et d'aller sur les terrains de golf, quoi. Voilà. On retient pas beaucoup de choses finalement de lui. C'est comme en Serie A, on retient pas grand-chose de. Ouais, c'est comme ça. Il a eu quelques bons matchs, mais bon. Voilà. Après, pour ce qui est des autres points un peu faibles, forcément le latéral gauche. Ça, c'est le gros problème en sélection depuis des années. Et ça le sera à 7 €. Je pense que tout le monde va le voir et tout le monde va essayer d'appuyer dessus. C'est Banco qui est le titulaire. C'est un joueur qui est du niveau du championnat roumain, si tu veux. Mais c'est un joueur très offensif. Donc voilà, dans l'âme, c'est un milieu. C'est plus un milieu. Il pourrait même être ailier dans une autre vie, mais il est sûrement pas latéral gauche. Or, il a joué latéral gauche toute sa vie. On lui a fait croire que c'était un latéral gauche décent parce que forcément en Roumanie, c'est un des meilleurs du pays. Sauf que voilà, faut voir aussi le niveau. Et le problème, c'est qu'en sélection, c'est pas pour rien que son surnom c'est Boulevard parce qu'il laisse que des boulevards dans son dos. Et forcément, si l'équipe monte, un joueur comme Dragushin ou même Burke, l'autre central, vont être extrêmement exposés. Donc très compliqué. En plus, s'il est sur le couloir de Florinel Koeman qui risque d'être titulaire, c'est pas une garantie le travail défensif. On verra. Ça va être assez compliqué. Et l'autre gros problème, c'est l'attaquant central. If I speak, I'm in big trouble, comme dirait José Mourinho. C'est no comment. En fait, c'est no comment. Voilà. No comment. Et les points forts, gardien, Dragushin, Ratio. Tous les joueurs techniques qui sont capables d'éliminer des joueurs, des dribbleurs, des joueurs qui ont cette qualité de passe transpercée comme Morutsan, Mikhail la qualité de vitesse, Denisman qui a les deux. Moi j'ai envie de dire, j'espère qu'il sera titulaire, mais le seul réel milieu défensif qu'on aurait, ce serait Marius Marin, qui est le capitaine de Pise en Série B, qui est un de mes joueurs préférés. Et j'espère vraiment, lui pour le coup, il incarne l'ADN du joueur de sélection. Il a un rôle très ingrat. C'est un joueur qui va aller chercher les chevilles, qui va faire les fautes, qui va prendre les cartons à la place d'un autre, qui prend aussi beaucoup de cartons. Mais voilà, c'est en fait, si tu veux, en équipe nationale, ça serait le leader qui n'aurait pas le brassard de capitaine. J'ai eu la chance de le voir à l'œuvre quand je suis allé voir Cagliari. Donc, en vrai, c'est pas mal. Après,
il est venu en prêt, donc c'était assez compliqué, mais on n'a pas parlé d'un gars. Je sais que tout le monde le connaît, il a un nom, c'est un peu compliqué de porter ce nom, mais du coup, Yanis Oui, Hadji, ça oui, donne oui, quoi avec oui. la Roumanie? Parce que moi, j'ai noté du coup qu'il y a beaucoup de joueurs locaux, du coup, donc ça peut être une force pour la Roumanie. On sait que pour l'Égypte, par exemple, en Afrique, c'est super important d'avoir des joueurs qui jouent dans le pays. Ça a été la force de l'Égypte pendant longtemps. Et là, il y a beaucoup de joueurs locaux, mais on n'a pas parlé d'Hadji. Du coup, Hadji, qui a déjà 25 ans, on l'a annoncé vraiment comme un crack. Après, on sait que c'est compliqué d'avoir le nom Hadji, qui est sûrement la plus grande légende de l'histoire de la Roumanie. On va pas dire Moutou comme on a parlé avant, mais on va parler d'Hadji. Donc, en Roumanie, comment on attend l'Euro de Hadji? Est-ce que c'est vraiment, on se dit, bon, c'est maintenant, c'est ton moment, garçon. Oui, Réveille-toi et tu avais du potentiel, parce qu'en soi, il a du potentiel. Il a montré en Écosse qu'il avait du potentiel. bien Mais sûr, bien sûr. après, il a pas réussi à passer ce cap qu'on attendait de lui. Donc, je ne sais pas ce que toi, t'en penses de Hadji, du coup. Est-ce que Alors, la je vais juste Roumanie revenir, passe? mais tu fais très bien de mentionner Hadji. Je vais juste revenir rapidement sur le coup des joueurs locaux, parce qu'en fait, techniquement, alors là, si on prend le 11, bah, type plus ou moins des qualifications, on n'aurait que deux joueurs, parce qu'il y a eu des transferts aussi depuis, on n'aurait que deux joueurs bah, du championnat local titulaire. On aurait donc le latéral gauche Bancu et Screciu, qui normalement sera forfait pour l'Euro, qui était le milieu défensif, qui est coéquipier de Bancu. Donc, tu vois, voilà, ça sera un autre problème, si tu veux, c'est les blessures. Nous, on est là, on claque des genoux. Parce que si nos joueurs offensifs, qui sont assez fragiles aussi, même si on a du choix, je voudrais pas être à la place du sélectionneur pour choisir les 23 hommes, même s'il y a peut-être le coup des 26 qui peut nous aider. Oui, pour revenir sur Yanis, bah écoute, Yanis, jusqu'à il y a 2 ans, il faisait pas grand-chose en sélection. C'était assez décevant. Mais depuis 1 an et demi, rien à dire. Yanis Radj est un homme de sélection. Il est voilà, dans un rôle de remplaçant, parce que c'est compliqué, encore une fois. Il n'a pas les qualités de vitesse qu'a un Dennisman, par exemple, qui serait son concurrent à droite, même si Yanis il peut jouer un peu partout. Et ça a le désavantage aussi qu'on ne soit pas en 4-2-3-1, parce qu'en vrai numéro 10, il ferait forcément l'affaire, et c'est son meilleur poste, donc bah, comme son père. Et au final, il est remplaçant, mais il est très bon. Il est très bon en remplaçant. Il a été très bon contre la Colombie, qui est quand même l'équipe en forme la plus en forme au monde. Donc c'était un vrai test pour nous. On perd que 3-2 parce que justement, on est aussi une équipe de fin de match, comme l'Ukraine. C'est pour ça aussi que l'opposition va être très intéressante bah, dès l'ouverture. Et à côté de ça, bah, écoute, Yanis en club, il avait forcément, on a cette image, ces coups francs directs qu'il avait mis en Ligue Europa contre Braga. Voilà, il était dans sa meilleure version, la version slim fit, hein, pas la version bodybuildée. Tu lui as fait perdre un peu d'explosivité. Bon, déjà qu'il n'en avait pas énormément, mais bon, je veux dire, dans les gestes, tout ça, ça compte. Et il a eu cette fameuse, enfin les Anglais disent ACL injury, mais en gros c'est les ligaments croisés. Et ça l'a fait manquer plus d'un an de compétition parce qu'il a eu des complications. Donc à partir de là, bah, tout s'est écroulé. Hein, voilà. Il y a eu un changement de coach aux Rangers. Le nouveau coach Michael Beale lui a promis bah, de l'intégrer dans son dispositif. Ça a été un peu un mensonge parce que Michael Beale s'est débarrassé de lui et l'a envoyé à l'Aves. Alors nous, on voyait ça comme une bonne chose parce que foot espagnol, ça a été son rêve depuis toujours, aussi le lien avec son père, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas du tout considéré à l'Aves. Or, pour le coup, je suis le premier à critiquer nos joueurs parce qu'ils sont pas bons à l'extérieur, enfin, hors de leurs frontières. Mais Yanis, malheureusement, le traitement est injuste, totalement injuste. Parce que ce qu'on voit en sélection, il peut le faire en club aussi. Il peut le faire en club et donc voilà. Donc en fait, il faut se détacher de l'image du remplaçant à la veste, parce qu'en sélection, Yanis, sur 15 minutes, même sur 10 minutes, il peut faire la différence. Voilà, c'est un joueur clutch, c'est un joueur de sélection. Un Il ne joueur sera club. jamais son père, mais voilà, les attentes sont là, et on sait on a compris dernièrement qu'il n'avait pas peur de la pression. Et Ben, voilà. ça reste top pour un joueur qui a seulement 25 ans. Finalement, c'est encore Oui, jeune, bien donc sûr. c'est encore possible pour lui. Et on ne sait pas, peut-être après l'Euro, s'il sort un bon Euro, pourquoi pas avoir un transfert pourquoi pas l'Italie finalement, parce que Bien sûr, bah, à l'Italie, la veste, déjà, c'est terminé. Ça, c'est sûr qu'il va retourner aux Rangers. Les Rangers le conserveront sans doute pas. Ouais, pourquoi pas. Moi aussi, les je joueurs, suis un grand fan du calcio, donc pourquoi pas l'Italie. les joueurs, L'Italie est le pays préféré des Roumains. C'est là-bas où, voilà, que ce soit les immigrés lambda, il y a plus de 2 millions de Roumains en Italie.
ou que ce soit les joueurs de foot, c'est le pays préféré des Roumains. Donc, C'est ce c'était que une je voulais, solution. c'était ce que je voulais dire du coup pour la fin. Et en espérant qu'il fasse une carrière maintenant qu'on attendait. Comme tu as dit, on sait qu'il n'aura pas la carrière de son père, mais il y a quand même des attentes. Et après un euro, on sait très bien qu'un euro peut faire signer des joueurs dans des grands clubs. Par exemple, Renato Sanchez, même si je lui espère pas le même destin. Sur Renato Sanchez, après l'Euro 2016, ça a été blessure sur blessure, catastrophe, pression, etc. Mais c'est ouvert. Et du coup, on va passer à l'avant-dernière. Non, il y a encore 3 parties. On va passer encore maintenant à la partie des joueurs importants des sélections. De qui, pour vous, qui va porter cette sélection? Et si vous avez un ou deux cracks pour la communauté Football Day, c'est toujours sympa d'en découvrir. Et on va passer à l'Ukraine avec Bogdan qui peut nous présenter l'Ukraine, même si pour moi, il y a déjà un crack qu'on a découvert en Ligue des Champions. C'est Soudakov de Shakhtar qui est énorme. Ouais, en crack, je pouvais dire que lui, hein, je pouvais que parler de Soudakov, mais bon, si on part sur le cadre, c'est toujours un peu dur de choisir entre Modric et Zinchenko. Vu les dernières perfs, je dirais quand même Modric, parce qu'on voit que c'est notre joueur clé, c'est notre joueur qui est là pour marquer le dernier but, on peut se reposer sur lui. Si en plus il est en confiance et qu'il oublie un peu ses problèmes à Chelsea, c'est fort possible qu'il brille pendant cet euro. Pourquoi pas une compétition à 4-5 buts, hein, c'est largement faisable pour lui, je pense. Niveau crack, Soudakov, c'est un milieu rapide, hyper versatile. Je trouve que ça fait même un moment qu'on n'avait pas vu de 10 comme ça qui peuvent jouer à gauche, en milieu offensif, plutôt en support de l'attaque. Lui aussi, il a à peine que 21 ans. Donc il y a moyen que ce soit son euro qui brille un peu. Et puis que derrière, il y a les gros clubs qui commencent à s'intéresser. Après, là, déjà évidemment qui s'intéressent à lui, mais qui signent en espérant juste que ça ne fasse pas la même déception que Modric derrière. C'est ça, c'est ça. Après, je pense que l'Ukraine a quand même certains cadres. Ils ont Sidorchuk au milieu de terrain. Et moi, j'avais une petite question pour toi. Parce que c'est un joueur quand même qui m'a fait assez kiffer avec l'Ukraine. Est-ce que ça serait pas la dernière pige de Yarmolenko au final? Parce que lui, dans les compétitions européennes, il est toujours présent et on sait que c'est quand même un joueur qui arrive avec son pied gauche de changer des matchs. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que l'Ukraine peut s'appuyer sur lui ou bien pas du tout et garder cette génération jeune, quand même miser sur des Malinovski, Tsigankov ou Dobvik. Je ne sais pas ce que tu en penses d'une dernière pige de Yarmolenko avec l'Ukraine. J'adore ce joueur. Je trouve que, autant on va dire dans l'état d'esprit que dans le jeu, bon, même si c'est toujours pour beaucoup de joueurs ukrainiens, c'est dur de sortir du Shakhtar et du Dynamo Kiev. Mais je pense qu'il n'a pas sa place dans cet effectif parce qu'il est assez bien bétonné. Tout le monde se retrouve un peu à son poste. Tsigankov est un très bon joueur. On n'a pas vachement parlé, mais il apporte énormément sur son couloir. Et je vois pas vraiment qui pourrait aller déloger parce que même Malinovski, qui on le voit est un peu en descente, ça reste quelqu'un qui s'est inscrit dans le jeu ukrainien ces 2-3 ans et surtout dans le jeu de Rebrov. Donc Yarmolenko, pourquoi pas? Regardez, on parlait de Carrasco peut-être tout à l'heure. Pourquoi pas le voir revenir? On sait toujours que ces joueurs-là, en plus, on n'a pas beaucoup de profondeur de banc en Ukraine, donc avoir des types qui ont joué en Allemagne, en Première Ligue, c'est rassurant. C'est bien aussi cette espèce de joueur mentor pardon, pour les jeunes, parce que bon, lui, il a un peu plus de 30 ans, donc avoir une génération de gamins, avoir un type qui peut un peu avoir cette voix de grand frère, c'est essentiel on va dire, dans tout ce qu'il y a en dehors du terrain. Maintenant, je ne le vois pas du tout remplacer. Je pense que ce ne sera pas bénéfique pour les joueurs qui sont déjà installés là. Parce qu'en soi, il pourrait avoir, comme tu as dit, ce rôle de mentor. On sait à l'Euro 2016, le Portugal, du coup, Fernando Santos avait tenté ça avec Quaresma et ça avait super bien marché. Il le faisait rentrer, il changeait ses matchs, ça s'est vu contre la Hongrie. Donc, en soi, comme tu as dit, il peut avoir ce rôle de mentor. Après, c'est sûr qu'il ne sera pas titulaire parce que Tsigankov, en soi, il sort vraiment une bonne saison avec Girone. Ils ont validé leur qualification en Europe. Du coup, merci. Et on va passer à Simon avec la Slovaquie, qui a une équipe assez, comme tu as dit, assez vieille, avec notamment Kučka qui a 39 ans et qui est encore en sélection. C'est assez surprenant. Moi, je l'ai découvert en Italie. Donc,
ça m'a assez surpris. Il y a quand même plusieurs joueurs comme Douda aussi, qui est assez vieux, mais avec une défense assez expérimentée, avec Vavro et Anko, et comme tu as dit, avec le gardien Dubravka. Donc, pour toi, sur qui la Slovaquie devra miser en tant que joueur important? Et si tu as un petit crack, par exemple Suslov de l'Hellas Vérone, par exemple. Comme grand joueur sur qui compter, en tout cas pour la Slovaquie, je miserais plutôt sur des joueurs défensifs, parce que comme tu l'as dit, avec l'attaque qui est assez friable devant et le manque de créativité, je miserais quand même sur Dubravka de Newcastle. Malgré ses 35 ans, ça reste quand même une certaine valeur, une valeur sûre de l'avoir dans ses cages. Donc, euh, donc honnêtement, je miserais sur lui. Je miserais aussi, comme tu as dit tout à l'heure, sur Lobotka, le milieu de Naples, qui a lui 29 ans et qui sort, en tout cas à Naples d'une saison assez blanche en termes de buts, avec un petit but sur 33 matchs, quelque chose comme ça. Donc pour un milieu central, c'est très très peu. Mais en sélection, il est à 9 matchs pour un but et une passe D. Donc on pourrait se dire pourquoi pas. Et Milan Skriniar comme dernier joueur sur qui compter. Même s'il est blessé, j'ai vu qu'on pourrait espérer un retour en tout cas pour l'Euro 2024. Après, ça reste à confirmer, mais c'est quand même un taulier dans cette défense. Donc voilà. Et pour petit crack, je miserai sur le back droit de Feyenoord que j'ai cité tout à l'heure et que tu as cité encore. Donc David Enko, qui sort aussi d'une saison assez petite avec Feyenoord, donc avec 5 matchs et seulement un but. Mais en Slovaquie, en tout cas, ça reste un grand joueur et en tout cas, il y a entre guillemets que lui au poste de back droit en Slovaquie. Parce que tu parles beaucoup de Dubravka qui devrait être le gardien de l'Ukraine, pardon, de la Slovaquie, mais les derniers matchs, c'est Rodak qui a joué. Donc c'était un peu ma question aussi sur ça. C'est un peu comme la Belgique, s'il n'y a pas Courtois, du coup, il y a l'interrogation sur les gardiens et vous, du coup, la Slovaquie, il y a l'interrogation de faire jouer soit Rodak, soit Dubravka, parce que Dubravka, il a quand même déjà un certain âge. Après, on sait que Ouais, les gardiens, ils peuvent jouer comme à l'âge qu'ils veulent, mais du coup, toi, tu mettrais plus Dubravka à la place de Rodak, c'est ça? ouais, c'est ça. Moi, je favoriserais en tout cas Dubravka en tout cas principalement pour l'expérience, quoi. Ça marche du coup. Merci pour cette analyse. On va passer à la Belgique et des joueurs importants, il en faudra. Et des petits jeunes, c'est un peu dur à en trouver parce que ils sont assez médiatisés, on les connaît un peu tous. Tu as parlé de Exactement. The Kuipers qui est super intéressant. Mais du coup, pour toi, sur qui doit miser la Belgique? On sait qu'il y a De Bruyne, Lukaku, mais voilà, sans Courtois, ça va être intéressant de Bah, savoir qui sera le troisième leader, quoi. ouais. Bah, t'as cité les trois qui auraient été avec Courtois, ça c'est sûr et certain. Les deux premiers bon, qui seront là, De Bruyne et Lukaku, ils ont beaucoup de pression dans la mesure où bon, c'est le premier tournoi après la génération dorée et ce sont les restants de cette génération. Et ils ont d'autant plus d'attente dans la mesure où on a souvent quand même été déçus de leurs prestations des deux là en compétition. Ça vaut surtout pour Lukaku. En tout cas, moi personnellement, je l'ai toujours trouvé assez, je dirais pas décevant, mais dans les gros moments, euh, souvent transparent. J'ai en mémoire ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2022, le match face à la Croatie, où il rate en fin de match deux, trois énormes occasions. Après, il a peut-être des excuses dans la mesure où il revenait de blessure. J'ai l'Euro 2020 face à l'Italie, où il se fait marcher dessus par, c'était déjà Chiellini et notre ami Bonucci, hein, il se fait éteindre tout le match, alors que voilà, il avait beaucoup parlé en interview d'avant-match ou en disant que voilà, il faisait partie des 5 meilleurs attaquants sur Terre et donc on attend cela. Coupe du Monde 2018, idem, face à la France, on ne le voit pas. Après, il fait un gros match face au Brésil, mais c'est en étant dans un rôle un peu spécifique où on le déporte à droite pour faire un peu courir les défenseurs brésiliens. Mais donc voilà, Lukaku, on a une très 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 grande attente. Et moi personnellement, d'autant plus parce que j'ai vraiment cette impression que dans les très gros matchs de très 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 haut niveau, ces faiblesses que l'on voit balle au pied, à savoir son premier contrôle qui est souvent assez long, son petit déchet qu'il a,
se fait souvent voir en fait dans les très grands moments. Et là, maintenant, il a le brassard. Enfin, c'est le deuxième capitaine après De Bruyne. Mais il sera très attendu. Très, très attendu. De Bruyne aussi sera attendu parce que même si c'est dans une moindre mesure par rapport à Lukaku, lui aussi a tendance à parfois un peu s'effacer ou du moins ne pas avoir les mêmes performances qu'il peut avoir à Manchester City avec la sélection. Face à la France, idem en 2018, s'il y a un seul joueur qu'on peut mettre en avant, c'est Hazard, et je trouve ça dommage que De Bruyne, avec la palette technique qu'il avait déjà, et même la crainte qu'il peut, qui peut faire, qui peut montrer à certains adversaires avec sa frappe de loin, on ne l'avait pas vu face à la France. Euro 2020 aussi, même chose, même si encore une fois, il y a ces histoires de blessures. Coupe du Monde 2022, on avait l'impression qu'il ne voulait pas être là. Et franchement, pour avoir eu certains échos de ce qui se passait dans la sélection, on a un peu cette confirmation-là qu'il y avait un peu une cassure entre certains joueurs et que donc, voilà. Mais donc, voilà, De Bruyne là maintenant, depuis qu'il a eu une blessure avec City, bon, il a un peu une baisse de régime, mais on l'attend en tout cas très fort. Si maintenant je dois citer un troisième nom qui remplacerait celui de Courtois, je citerai celui de, et c'est pas pour lui mettre de la pression, mais Amadou Onana, qui en fait incarne un peu cette nouvelle génération qui n'a peur de rien, qui parle beaucoup, qui n'a peur de rien, qui affiche ses ambitions. Et voilà, il le montre sur le terrain, en tout cas, c'est toujours là. On a l'impression, et d'ailleurs, malgré son peu de sélection, c'est lui qui prend le brassard en l'absence de Lukaku et De Bruyne. C'est un peu ce milieu qui sera toujours là sur tous les ballons, qui va se donner même parfois un peu trop. Et on le voit, hein, il a une propension à prendre beaucoup de cartes jaunes, assez bête même parfois, donc c'est parfois même un risque. Donc voilà, je pense qu'on pourra compter sur lui en tout cas pour tout donner. Avec Everton, c'est pas évident sa fin de saison. En plus de ça, il y a beaucoup d'affaires où on leur enlève des points, on leur remet des points. Donc c'est un peu compliqué la situation dans laquelle il est. Mais je pense qu'on pourra compter sur lui et il aura un rôle d'autant plus important parce que comme on en a discuté auparavant, on a beaucoup de choix devant, on a un luxe qui est non négligeable et ça sera à lui en fait d'apporter cet équilibre au milieu parce que on n'est pas, il serait pas étonnant de voir que dans une certaine configuration où la Belgique court au score et doit rattraper un goal, on pourrait voir une formation où on part avec deux attaquants, Lukaku, De Ketelaere, Openda, les deux ailiers, et une formation où De Bruyne serait le seul qui accompagnerait Onana au milieu. Donc un 4-2-4. Et dans ce rôle-là, et ben, ça sera à lui d'assurer que voilà, il y ait quand même un certain équilibre avec le milieu. Et c'est lui qui devrait faire les courses un peu ingrates. Donc voilà, ça c'est Et moi, j'avais une question sur Yuri Tillmans, qui a marqué un doublé lors du dernier match de la Belgique. Lui, il aurait vraiment pas son mot à dire aux côtés de Bruyne. Initialement, on pensait que non, parce que c'était un peu compliqué à Aston Villa. Il jouait pas. Hein. Maintenant, il est très bien revenu dans le bain. Après Yuri, le souci, c'est que c'est toujours. Ça dépend. Il a toujours ses périodes. C'est soit il est très très bon, soit il est banal, si pas mauvais. Donc, faudrait voir. En tout cas, ce qui est sûr, on peut être certain que s'il y a deux places au milieu qui sont locked, c'est Onana, De Bruyne. Le troisième milieu, faut voir, parce que Mangala a perdu sa place. Bon, il n'était pas vraiment titulaire, mais il joue plus beaucoup à l'OL ces dernières semaines. Donc, il faudra voir dans quelle configuration, dans quelle mesure Tedesco va prendre ça en compte. Donc, la troisième place au milieu, elle est ouverte. Elle va se jouer d'office entre Mangala, Tillmans. Et voilà, j'aurais aimé que ce soit aussi avec un joueur que j'aime beaucoup, à savoir Arthur Vermeeren. Mais il s'est un peu cassé les dents en signant en hiver à l'Atlético et il n'a presque pas de temps de jeu, quoi. Donc ce serait compliqué. Bah, je voulais aussi parler de lui quand on parle de crack, parce que du coup, j'attendais un petit crack de la Belgique. Moi, j'ai pensé à lui, mais j'ai pensé aussi à un qui me fait assez kiffer à Burnley, c'est Trésor. Trésor qui est quand même pas mal. Je pense pas qu'il aura son mot à dire, mais je sais pas, toi, ce que tu en penses et de ce que tu entends en Belgique. Est-ce qu'il aurait potentiellement, avec une Ouais. liste élargie, sa place dans les 26? C'est compliqué, non? Je m'attendais à ce que tu cites un autre joueur qui pour moi est vraiment, enfin, c'est le crack absolu en Belgique. Malheureusement,
il sera absent jusqu'à la fin de la saison. Il n'a pas beaucoup joué. C'est Romeo Lavia, qui pour Ouais. moi, c'est vraiment le milieu vraiment dans les prochaines années à regarder. Je ne parle pas qu'au niveau belge, je parle au niveau européen. Après, effectivement, tu fais bien de citer Trésor. Écoute, l'année passée, il a eu une grosse saison, une saison dense. Et je trouve ça vraiment dommage que la Belgique n'ait pas capitalisé sur cette saison qu'il avait faite pour l'incorporer un peu plus vite dans la sélection. Parce que maintenant, voilà, effectivement, il a eu son transfert à Burnley. Les premiers mois, les premières semaines, enfin, les premiers matchs à Burnley, c'était un peu compliqué parce qu'il ne jouait pas beaucoup. Je pense que là même, d'ailleurs, il ne joue toujours pas énormément. Il a beaucoup de talent. C'est une belle menace sur phase arrêtée parce qu'il a vraiment un magnifique pied. Et d'ailleurs, il a fini, je pense, 2 fois meilleur donneur d'assises championnat belge, ou une fois en tout cas. Donc c'est vraiment dommage, mais je pense que pour lui, ça sera un peu compliqué parce que avec tous les noms que j'ai cités, il y a beaucoup trop de concurrence devant et il ne joue pas assez. Et je pense pas qu'il soit dans les petits papiers de Tesco pour le moment. Surtout vu son manque de temps de jeu et de régularité au niveau du temps de jeu en tout cas. Ça marche. Du coup, merci. Et on va passer à la dernière analyse sur les joueurs importants et un petit crack sur la Roumanie. Et pourquoi pas parler de ce duo de Parme finalement, qui sera les ailes de la Roumanie avec une défense assez expérimentée. Et aussi, j'avais aussi une autre interrogation, c'est sur est-ce que Radu sera gardien? Radu, écoute, c'est assez. Alors, Radu, on ne sait même pas s'il sera à l'Euro. Radu ne sera pas gardien, on ne sait même pas s'il sera numéro 3. Moi, je le prends, mais je ne suis pas sélectionneur. Moi, je le prends uniquement pour le groupe, parce qu'on a besoin d'un. Radu est un leader. Voilà. Radu était le leader de la fameuse équipe qui a fait demi-finale de l'Euro U21 en 2019. Qui a battu l'Angleterre 4-2, l'Angleterre de Phil Foden, de Mason Mount, de James Maddison, etc., de Fikayo Tomori. Donc, une équipe qui avait Hadji, qui avait tous ces joueurs-là. Donc aujourd'hui, Radu est victime de ses choix de carrière, hein, est victime de son agent, est victime de l'Inter. Voilà, c'est un tout, hein, c'est un tout. Il est coupable et on la lui a aussi fait à l'envers. Donc aujourd'hui, bah voilà, il est passé de top gardien de Ligue 1 sur une demi-saison à Auxerre à voilà, roue du carrosse de la voisine à Bournemouth, avec un transfert avorté entre-temps à Al-Shabaab, qui était mieux que rien hein, à la fenêtre de transfert hivernal, parce qu'au moins ça leur aurait fait du temps de jeu. Mais bon, c'est comme ça, résultat. Non, il sera là uniquement en fait si le groupe le veut. Parce que le coach a dit quelque chose d'important, donc il pourrait peut-être à un moment faire pencher la balance, c'est que les nouveaux joueurs ou ceux qui vont être réintégrés parce qu'ils n'ont pas été appelés au dernier rassemblement seront là uniquement si le groupe est d'accord. Donc, c'est possible que ça se joue sur des détails, parce que ce serait inutile, par exemple, de ramener un jeune de 21 ans à la place d'un Radu en troisième gardien. Je veux dire, autant quelqu'un qui ne va pas jouer, autant prendre Radu. Le titulaire sera Moldovan, qui est le remplaçant d'Oblak à l'Atlético. Encore une fois, tu as bien fait de parler, Nathan, de Vermeeren, Atlético, parce que l'Atlético est un problème. Simeone est un problème. Parce que en fait, je sais pas, ces transferts, il veut les faire jouer dans 8 mois, il veut les envoyer en prêt, on ne sait pas. Voilà, surtout qu'Oblak, pour le coup, n'est pas l'Oblak d'il y a 2 ans, n'est pas le Oblak, voilà, on va dire impérial, même si ça reste un super gardien, mais voilà, enfin, tu parleras avec le spécialiste slovène mieux que moi. Non, mais Moldovan est un super gardien. En fait, c'est pour ça que je suis déçu qu'il ne joue pas, même en coupe à Atlético, parce que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Il y a 3 ans, il était encore en 3 ans et demi, encore en deuxième division roumaine. Il n'a jamais vraiment eu de statut de titulaire partout où il était passé. Il fait une saison exceptionnelle au Rapide. Il confirme ensuite. Il devient, par un concours de circonstances, titulaire en sélection. Et ce transfert, à l'Atlético, que tu peux pas refuser, quoi, malgré le statut. Mais c'est un rempart. C'est un joueur qui nous a sorti des arrêts exceptionnels. Contre la Suisse au dernier match, il sort à un moment, mais Vargas, il a le but tout ouvert et Moldovan s'étire comme un. On a revu Leviachine. Moi, le peu d'images que j'ai vu de Leviachine, je l'ai revu là avec Moldovan. Donc, et puis c'est aussi un joueur qui est, contrairement aux autres gardiens roumains qui ont un problème, parce que voilà, l'école de gardien roumaine est une des meilleures d'Europe, avec celle polonaise, avec d'autres. On n'en parle pas assez, mais voilà. Mais on a un problème, c'est les sorties aériennes. Et Moldovan est meilleur que ses concurrents en sorties aériennes.
C'est pour ça que, voilà, dans tous les compartiments du jeu, on attendra beaucoup de lui. Et si tu veux parler, oui, des ailes de Parme, très clairement, hein, Michail et Dennisman. Dennisman qui, pour moi, sera notre joueur majeur. Voilà, Dennisman, on discute aujourd'hui d'un transfert au Borussia Dortmund. 12-14 millions, voilà, apparemment c'est très avancé, bon, on verra ce qu'il en est, mais Dennisman sort de sa meilleure saison en carrière, c'est un des joueurs les plus décisifs de Série B, mais au-delà de ça, voilà, en sélection, il a montré même sur le dernier rassemblement que ça y est, voilà, s'il y a quelqu'un qui est rentré dans la dernière ligne droite pour l'Euro, c'est lui, voilà, quelqu'un de clinique. Quelqu'un qui peut jouer, il a prouvé à Parme l'an dernier quand il y a eu des changements d'entraîneur. C'est-à-dire que c'est pas qu'un ailier faux pied, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un joueur qui peut dépanner aussi à gauche, il peut même jouer plus central, il peut jouer piston avancé. Il a cette qualité que très peu de joueurs ont, et je parle même pas que des joueurs roumains, mais il est plus rapide balle au pied que ça. Et ça justement, va falloir miser dessus parce qu'il est tellement déroutant quand il repique comme ça dans l'axe. Si tu regardes ses vidéos là cette année à Parme, il y a beaucoup de buts qui ressemblent à ça. Il revient du côté droit, il rentre, il élimine 3-4 joueurs et voilà, on a très peu de joueurs capables de faire ça. Donc Dennisman pour moi c'est le numéro 1. Il y a aussi Dragushin forcément, hein, mais je ne vais pas revenir sur lui. Mais Dennisman c'est le numéro 1 et Michail pour sa capacité à voilà parce que Michail est un des joueurs les plus rapides du continent. Si tu le mets aujourd'hui sur le 100 mètres, il y a très peu de joueurs qui peuvent le battre. Mais c'est un joueur au physique fragile. Il me semble qu'il manque le premier match contre l'Ukraine. Ça, c'est un gros problème. Du coup, ça risque d'être Coman à la place. Coman qui a d'autres qualités, qui n'est pas un joueur explosif. On va voir, qui est moins bon en sélection que Michail. Donc voilà. Mais moi, bon, écoute, on a une équipe assez jeune pour cet Euro, contrairement aux dernières fois. On n'a pas de crack à proprement parler de 20-21 ans, je veux dire. Mais j'ai envie de parler rapidement de Denis Draguš, l'attaquant de Gaziantep qui est prêté par le Standard Liège. Tout simplement parce qu'il y a un match contre la Belgique qui arrive. Pour lui c'est vraiment un match, le match d'une vie, hein, parce qu'il va devoir prouver. Moi, j'espère qu'il va jouer ce match titulaire, hein, parce qu'on on peut pas jouer avec Puskás et Alibek. Pour moi, c'est hors de question. Il faut qu'on joue avec Draguš en numéro 9. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un joueur qui est en 1 contre 1. C'est un des meilleurs Roumains. Il est létal. Il a cette capacité à être décisif dans les moments compliqués. Voilà, typiquement comme Yanis Radji. Donc voilà, j'espère. Moi, je vis ce match contre la Belgique. On aura besoin de Draguš. Donc voilà, retiens bien ce nom parce qu'il il est arrivé, il fait sa meilleure saison. Hein, voilà, dans une équipe qui est extrêmement médiocre. Hein, je veux dire, Gaziantep, c'est pas Fenerbahçe, c'est pas Trabzon. Voilà. Bon, il est cité pour être transféré à Trabzon, mais ça c'est autre chose. Donc voilà. Et peut-être, allez, si tu veux, moi, quelqu'un, j'aurais bien aimé, mais bon, là, c'est compliqué, on ne peut pas prendre un jeune, en plus, dans une liste de 23. Moi, j'aurais bien voulu voir Rarechilier, le joueur de Nice, qui est en prêt à Lausanne cette année. Voilà, 21 ans, un joueur extrêmement talentueux, techniquement de la soie. Voilà, la soie ramenée de Marco Polo. Enfin, ça va être juste pour cet Euro, mais il fait une bonne saison, et j'espère qu'on le verra à la Coupe du Monde 2026. Voilà. Du coup, tu as répondu à ma question parce que du coup, je t'ai parlé du duo Mihaila et Man, du coup, de Parme, qui seront les ailes de la Roumanie. Et je voulais te parler de l'axe, du coup, qui sera le numéro 9. Moi, j'avais pensé à Puskás. En plus, il a marqué ce week-end, mais c'est vraiment. Il marque sur penalty et quand il y a le but vide, quoi. Voilà, c'est. Ouais. C'est chaud. Non, mais Puskás, Puskás, il a ce nom aussi. Les Occidentaux, à chaque fois, dès qu'ils le voient, je me réfère aussi à cet Euro où il a été plutôt bon, hein, l'Euro U19, mais encore une fois, c'est songe d'une nuit d'été, quoi. C'est l'affaire de 3-4 matchs où effectivement il est porté par tout un souffle, toute une nation. Je veux dire, humainement, ce sont tous des gars bien. Mais un mec comme Puskás, malheureusement, voilà, c'est un joueur extrêmement moyen. Moi, j'ai jamais été fan de lui et il a jamais non plus confirmé. C'est un joueur de série B, tout au plus. Un joueur assez moyen dans tous les compartiments du jeu. En fait, son atout, c'est pour ça qu'il est là et qu'il va être pris à l'Euro, malgré ses performances très moyennes, et je ne parle même pas de sa disette en équipe nationale. C'est tout simplement qu'il se plie à notre tactique, si on peut appeler ça une tactique, qui est de balancer devant.
Voilà, on est une équipe de transition, on va jouer beaucoup sur les ailes et on va aussi beaucoup balancer devant. Et Puskás est un joueur éreintant qui va aller chercher le joueur, le bagarreur. En fait, c'est un profil un peu comme Florin Andone et qu'on avait eu à l'Euro 2016. C'est pas des cracks, hein, c'est pas des cracks. Il est d'ailleurs moins bon qu'Andone, mais il est moins blessé qu'Andone et donc il sera là. Mais typiquement, moi je préfère encore Alibek quoi, qu'à Puskás. Parce qu'Alibek est un joueur techniquement, est un monstre technique. Mais c'est juste que c'est un joueur qui joue avec les doigts de pied en éventail et un cigare dans le maxillaire. Quoi. Voilà. Du coup, on termine sur cette petite parenthèse sur Puskás. On sent que c'est quand même personnel de ta part de ne pas avoir Puskás en sélection. Et du coup, merci. Du coup, j'ai rien contre lui, mais bon. Voilà. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire au mérite. Et malheureusement, Puskás, c'est comme ça. On passe à la trappe du coup pour Alex. Et on va passer à l'avant-dernière partie qui va être le prono de ce groupe en espérant que les avis de chaque expert vous a aidé dans votre choix. Du coup, on peut commencer par Simon, du coup, et la Slovaquie. Si tu peux me donner ton groupe, du coup, le classement du groupe, comment tu verrais la fin de ce groupe? Ouais, moi je verrais bien dans une assez bonne logique la Belgique en premier, qui sortirait avec sans souci 9 points. En deuxième, je verrais l'Ukraine. En troisième, sans manquer de respect bien évidemment, je verrais la Slovaquie repêchée en tant que meilleure troisième. C'est normal, Et, tu prêches pour ta paroisse, c'est normal. c'est ça. Et du coup, en quatrième, la Roumanie. Ça marche du coup. Super classement. Ben, si tu veux directement répondre, Alex, et me donner ton classement final de ce groupe. Moi, je vais peut-être surprendre, mais j'ai du mal à voir un classement, honnêtement. Je pense que le groupe va être beaucoup plus serré que prévu. Je pense même que tout le monde peut battre tout le monde. Ça peut surprendre, hein, mais en fait, je me méfierais. Moi, je connais la Roumanie, je sais ce qu'on peut faire contre les grosses équipes. Typiquement l'exemple de la France en 2016, on avait des joueurs et on n'avait pas les joueurs de maintenant en fait. C'est ça qu'il faut se rappeler. On avait que Stanch en joueur vraiment voilà, enfin qui jouait un peu les 90 minutes, qui était un peu hors sol. Mais c'est compliqué. Moi, je te dirais ressenti le premier match. J'ai un peu peur de ce match. C'était l'équipe que je voulais éviter, l'Ukraine. Je priais vraiment pour qu'on joue l'Islande ou Israël, voilà, des équipes, on va dire. Parce qu'on a une revanche à prendre contre l'Islande et parce qu'Israël, on les a battus, donc on sait comment les jouer. Mais l'Ukraine, ça va être compliqué. Hein. Mudryk, voilà, c'est des joueurs de sélection. Hein. Bogdan l'a bien dit aussi. Moi, j'ai peur de ces joueurs-là en transition. Je sais très bien ce que ça donne avec notre boulevard côté gauche. Donc, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on peut honnêtement faire un résultat contre la Belgique, mais je sais très bien qu'on peut pas contre la Slovaquie dans le même temps. Voilà. Je vais rester dans l'idée Belgique 1. Ukraine 2, Roumanie qualifiée en 3, Slovaquie 4, mais pas de 9 points Belgique et mais un classement très serré. Voilà. Ça marche du coup. Élimination de la Slovaquie pour Alex, élimination de la Roumanie pour Simon. Et c'est à toi, Bogdan, de me donner ton prono pour ce groupe qui sera sûrement avec une qualification de l'Ukraine. Et pour l'instant, tout le monde voit l'Ukraine passer. Donc. Ouais, mais ça aussi, hein, moi je suis d'accord avec Alex, ça peut être vachement difficile parce qu'il suffit d'un match nul Belgique-Roumanie et toutes les cartes sont distribuées, quoi. Donc je pense que c'est des groupes qui peuvent surprendre. J'ai un petit souvenir du Portugal qui avait galéré, c'est justement l'Euro 2016 qui avait dû faire un 3 assez poussif contre la Hongrie. Donc on peut voir des matchs de ce style entre la Belgique et la Roumanie ou la Slovaquie. Hein. Là, comme ça, si je suis un mec qui se mouille pas, j'ai envie de dire allez, Belgique, Ukraine premier, et peut-être Roumanie, Slovaquie, parce qu'elle arrivera peut-être à créer la surprise avec. Si elle arrivait à battre la Suisse, elle est capable de faire de reproduire l'exploit pendant le tournoi, quoi. Non pas que la Slovaquie puisse pas le faire, mais allez, avec un peu un brin de folie, on se dit que la Roumanie arrivera à tenir une des grosses équipes. Et du coup, on passe au gros favori qui va sûrement voir la Belgique premier, comme un peu tout le monde. Donc, Nathan, ton petit prono? Ouais, je nous vois premier, mais pas avec 9 points. On perdra d'office
enfin, on fera sûrement un match nul face à une des équipes. Je pense que ça sera entre Roumanie et Ukraine. Donc, je nous vois premier avec 7 points, quelque chose comme ça. Et derrière, je pense que ouais, l'Ukraine a un peu plus de certitude que la Roumanie. Je pense que ça se jouera un peu, mais je mettrai quand même l'Ukraine deuxième. Et derrière, la Roumanie, puis la Slovaquie. Maintenant, contrairement à Simon, je pense pas qu'il y aura de meilleur troisième dans ce groupe, parce que quand on regarde les autres groupes, au niveau des autres équipes, c'est quand même un peu plus fort, quoi. Du coup, merci et je vais donner mon prono sans frustrer tout le monde. Du coup, moi, je vois la Belgique passer et en deuxième, ton discours m'a assez rassuré quand même, hein. Je mettrai la deuxième, la Roumanie, parce que j'ai envie d'y croire. Quatrième, du coup, la Slovaquie et troisième, l'Ukraine, mais qui, comme Nathan a dit, je pense pas aussi qu'il y aura un troisième au vu des groupes. Déjà, si on prend juste le groupe de l'Italie, qui est avec la Croatie, l'Espagne et l'Albanie, on peut déjà ressentir que là, potentiellement, ça va être là le troisième qui passera. Du coup, Belgique, Roumanie, Ukraine et Slovaquie. Et du coup, l'analyse est terminée. On peut passer sur le côté fun. Le quiz final sur 7 questions. 7, ne me posez pas la question pourquoi. On parle de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire pour moi, voire le. Je vais piocher et on verra si vous allez avoir de la chance. Le groupe de l'Angleterre a du coup a chopé l'Euro 2016. Vous passez sur l'Euro 2008. Je ne sais pas si vous êtes calé à l'Euro 2008, mais du coup, ça sera l'Euro La 2008. purge France-Roumanie, évidemment. Ouais. Il y a un certain Raymond Domenech également en zone mixte. Voilà. Avec une certaine demande en mariage, mais bon, ça c'est. Mais bon, ça c'est l'extra, ça, c'est tout ce qui est Voilà. extra. Et pour le bon déroulement de ce quiz, on va faire au lever de main. Du coup, le premier qui lève, il me donne sa réponse. S'il a faux, les 3 autres devront répondre. Du coup, quand ils ont envie de lever la main, ils lèvent la main. Et c'est au moment que les 4 ont répondu, si les 4 ont faux, que tout le monde peut donner leur réponse. Et sur les 7 questions, les 2 dernières sont des qui suis-je, un déroulement d'une vie ou d'une carrière d'un joueur. Et vous devinez, et c'est toujours des joueurs en rapport avec du coup l'Euro 2008. Ils ont fait quelque chose pendant l'Euro 2008. Du coup, on va débuter avec une question assez facile, en tout cas, je l'espère. Qui a été le meilleur buteur de l'Euro 2008? Nathan? David Villa. C'est ça, David Villa. Avec, tu sais combien de buts? 4. 4, Ouais. c'est parfait, c'est parfait. J'ai même envie de te donner un point bonus, mais bon, on va pas. J'allais dire un truc, mais sinon après la vidéo elle n'est pas monétisée, la concu. Voilà. Un point du coup pour la Belgique et on va passer à la deuxième question. Qui a offert la qualification pour la finale à l'Allemagne avec un but à la 90e minute face à la Turquie? Bogdan? Klaus? Non, dommage. Nathan? Moi, je dirais Podolski. Non. Alex? Moi, j'aurais tenté un défenseur, je sais plus s'il est là, mais Arne Friedrich, quelque chose comme ça. Non, dommage. Simon, tu peux me donner ta réponse. Moi, j'aurais dit aussi un défenseur, mais je sais pas s'il était déjà là. Philippe Lam, peut-être? C'est l'égalisation de la Slovaquie. C'était un but de Philippe Lam pour l'Allemagne qui a vu sa qualification. Du coup, pour la finale, on va passer à la troisième question. Et ça, je l'espère pour vos nations, pour cet euro, ça ne sera pas le cas. Lors de l'Euro 2008, quelle est l'unique nation à avoir terminé la phase de groupe avec 0 but? Avec 0 point, pardon. 0 point. Alex? Autriche? Non. Quelle est l'unique nation à avoir terminé la phase de groupe avec 0 point? Simon? Est-ce que c'est la Suède? Non. C'est un pays des Balkans, non? Je peux pas aider, désolé. Si vous avez rien, on peut faire en sorte que tout le monde peut se la jouer et je vous donne un indice. Moi, je veux bien un C'est indice. Ça vous va? Là, ça va être peut-être assez rapide. Ils ont gagné l'euro. Bogdan? La Grèce? La Grèce. Un point pour l'Ukraine, la Roumanie On a reste. oublié qu'ils étaient là, en fait. T'as dit quoi? On a carrément oublié qu'ils étaient à l'euro, en fait, j'ai Oui, l'impression. en plus, C'est fou. ils étaient C'est fou. champions en titre, quoi. Waouh. Égalisation de l'Ukraine, la Roumanie reste dernier avec 0 points.
on va passer à la 4e question. Combien de buts a encaissé l'Espagne lors de la phase finale de cet Euro? Attends. Ils en encaissent 2, non? Non, faux. Alex? 3. Faux. Simon? Ils en encaissent qu'un seul, non? Faux. Bogdan, c'est à toi. 4, ouais. C'est faux. Là, vous pouvez tous jouer. Genre, ils en encaissent aucun, 0? 0, c'est ça. 0 but en phase finale, l'Espagne. Du coup, c'est le point pour la Belgique qui repasse devant. Et on va passer à la dernière question avant les qui suis-je. Qui est l'unique buteur de l'équipe de France lors de cet Euro? Ils ont marqué un seul but, c'est un joueur. Wow, il marque. Alex? Henri. Thierry Henry, qui donne Contre le les point Pays-Bas. à Alex. J'ai pas entendu. Contre les Pays-Bas, non? Le 4-1. Ouais, c'est ça le 4-1 contre les Pays-Bas. Du coup, ça fait 2 pour la Belgique, 1 pour l'Ukraine, 1 pour la Roumanie et 1 pour la Slovaquie. Si je suis bon en maths, c'est ça. Ouais. Du coup, on va passer au qui suis-je. Je vais mettre quand même la feuille comme ça pour voir. Du coup, formé au FC Barcelone, je découvre le football professionnel en Angleterre en 2003. Nathan? Check Fabregas. C'est ça. Cesc Fabregas, parce que du coup, après, c'était tout au long de ma carrière, j'ai été un milieu de terrain ultra polyvalent. Je n'ai jamais remporté la Ligue des Champions, mais j'ai pu réaliser le triplé avec la Roja. En 2006, je suis élu Golden Boy. Je reste encore aujourd'hui le plus jeune buteur de l'histoire d'Arsenal. En 2019, je rejoins l'AS Monaco, où j'y joue jusqu'en 2022. Actuellement, je suis entraîneur adjoint, c'est sur 2 postes, dans un club où j'ai joué dans ma carrière, du coup, c'est comme. Et je suis le meilleur passeur de l'Euro 2008 à ex-aequo avec le 2e joueur que je vais vous faire deviner. Du coup, c'est déjà un petit indice. 2e meilleur passeur de l'eau. Et du coup, Nathan mène de 3. Et pour relancer tout, Bogdan? Silva? Non, non, c'est pas ça. Du coup, Nathan mène avec 3 points, Alex 1, Simon 1, Bogdan 1. Bon, on va faire une question à 3 points. Au moins, tout le monde peut se la jouer. Du coup, alors, je suis formé dans plusieurs clubs non professionnels de Gelsenkirchen. En 2003, je signe dans le plus grand club de Gelsenkirchen, le Schalke 04. Oh, Nathan? c'est l'autre là. C'est un joueur turc. Altintop. C'est ça. Deux phrases, c'est ça. Et du coup, c'était 1 an après mon transfert, je suis sélectionné pour la première fois dans le pays d'origine de mes parents. En 2007, je fais le grand saut et je signe avec le Bayern, avec lequel je suis finaliste de la Ligue des Champions en 2010. Après mon passage au Bayern, je tente l'expérience espagnole pour une saison avant de signer dans le plus grand club de Turquie. Je termine ma carrière dans le club de Darmstadt. J'ai un frère jumeau qui était footballeur professionnel. Je remporte le prix Puskás en 2010. En parlant de Puskás, le vrai Puskás. Je suis demi-finaliste de l'Euro 2008 avec la Turquie. Je suis donc le meilleur passeur de cet Euro à égalité avec Cesc Fabregas. Malgré la corruption, la Belgique l'emporte. Du coup, ce que tu remportes, c'est les félicitations de du coup, en espérant que ils avaient fait un gros Euro. Moi, je me souviens de lui et de l'autre là, Nihat. Nihat Kavechi, bah ouais, évidemment. Très fort. Très fort. Quelle équipe? C'était un super Euro, l'Euro 2008, en vrai. Ouais, et le 2004, il était encore plus intéressant avec la République tchèque. Ils avaient une super équipe. Oh là là. Jan Koller, Rosicki, Milan Baroš, Nedved et tout ça. Kolowski, Nedved, ouais. C'est vraiment dommage de ne pas y avoir gagné. Hein. Zdenek Grigera aussi en défense, ouais. Ouais, joueur de la Juve. Ouais. C'était une folie le 2004. En vrai, il n'y avait pas un Dudek ou quelque chose comme ça de Liverpool il y avait Spitzer aussi, du coup, Liverpool. Ouais. Ouais, il y a eu Cheval aussi. Voilà. Bon, on a fait toute l'équipe, je crois. Ouais. Après, c'est des joueurs marquants en vrai à la République tchèque. C'était super intéressant. Du coup, les gars, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, c'était vraiment un régal. J'espère que j'ai été à la hauteur de mes invités parce que c'était 4 super invités. En tout cas, je vais vous laisser vous remercier un par un. Et si vous avez des pubs à faire ou des dédicaces, vous pouvez. C'est libre. Allez, c'est parti. C'est le moment fun encore. Merci à toi. Merci un grand merci.
Ouais, merci en tout cas. C'était un Merci grand à toi, plaisir. merci à toi. Dédicace à toute la Roumanie, à tous mes followers, évidemment. Voilà. Dans tous les cas, je mettrai vos réseaux sociaux de vos comptes et de vos comptes professionnels dans la vidéo et du coup, ça sera partagé sur Instagram, YouTube et Twitter. En tout cas, merci pour ça et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau groupe. Ciao les gars. Ciao, merci. It's not a game, it's a rich thing.